Ces dernières années, il y a eu une véritable ruée vers l'or au sujet de la formation en ligne. On nous l'a vendu comme une solution miracle. Tu prends ta passion, tu la transformes en une formation asynchrone et tu deviens riche grâce aux revenus passifs. Alors déjà, c'est beaucoup plus dur que ça, mais aussi former. C'est un vrai métier, c'est une vraie expertise. Si tu veux transmettre quelque chose à quelqu'un, ce que tu as besoin de savoir et d'apprendre et de comprendre, c'est comment un être humain apprend et implémente du savoir. Ce que ça implique émotionnellement, comment structurer sa pensée, ce que ça demande de présence de la part du formateur ou de la formatrice. Bref, c'est une expertise riche. Et David, mon invité du jour, ça fait 30 ans qu'il explore ça. Apprendre aux autres à former et transmettre, c'est son expertise. Comment on différencie un infopreneur qui est là pour le cash d'un vrai pédagogue qui aime et sait transmettre à ses clients? Et si toi tu formes tes clients, si toi tu as ce modèle de la formation, comment le faire mieux, de façon plus impactante, plus pertinente, pour que tes clients aient des vrais résultats? C'est tout ça qu'on va découvrir dans l'épisode du jour de Young, Wild and Freelance. Bonne écoute. David, quand on s'est rencontrés, une des premières choses sur lesquelles on a connecté, je crois, c'est notre amour pour une même question, qui est comment est-ce que les êtres humains apprennent et implémentent du savoir dans leur vie. Et je serais curieux qu'on explore ensemble, selon toi, c'est quoi les principes fondateurs les plus importants pour répondre à cette question? Ok, oui, ça c'est vrai que c'est une question qui est très importante pour moi depuis maintenant 35 ans. Et c'est pour ça, je crois que je suis content qu'on soit là. Il va falloir que tu me cadres, parce que ça, on peut partir en cacahuète très vite. Allons-y, on a le temps. C'est bon, magnifique. Tu veux que je réponde là directement? Ok. Pour moi, il y a une chose qui est vraiment essentielle et je l'ai compris en observant les animaux, en fait. C'est parce que forcément, quand on parle d'apprendre, on parle de pédagogie. Moi, je viens du milieu de l'éducation. Donc, on parle toujours d'être humain, on parle toujours d'experts, de pédagogie, de plein de trucs. Et je me disais, mais pourquoi, en fait, l'humain, il est obligé de créer des systèmes différents, en fait? Alors que probablement, il y a quelque chose qui est plus universel, en fait, dans l'apprentissage. Donc, j'ai essayé de revenir chaque fois en arrière. J'aime bien, moi, le principe du rétro-engineering, d'essayer de comprendre d'où ça vient. Et du coup, je me suis dit, en fait, t'es con, David, t'es un mammifère, quoi. Donc, on va aller voir ce que font les mammifères. Tu vois, ça me semblait logique. Donc, forcément, j'y ai été d'abord avec les animaux qui me touchent profondément, les baleines, les loups, les aigles. J'ai été chercher, les aigles, c'est pas les mammifères, on s'entend, parce que pas faire une erreur. T'inquiète pas, je pense pas que l'audience soit en mode, ça, c'est pas un mammifère. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai été voir ça, et en fait, il y a une chose qui est hyper importante, c'est qu'ils apprennent avec l'émotion. Et l'émotion, elle est l'apprentissage. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est peut-être difficile à entendre dans les mouvements actuels. C'est qu'on apprend par une émotion positive, mais on apprend aussi par une émotion négative. Donc, si tu prends la marmotte, par exemple, le cri de la mère fait que le petit rentre dans le trou. Mais c'est la peur de la mère qui fait prendre conscience au petit qu'il y a un danger et que donc l'apprentissage du danger fait que tu dois rentrer dans le trou. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais aller explorer ça, en fait. Tu vois, aller explorer l'émotion que peut engendrer un humain envers un autre humain et qui va faire que ce second humain va apprendre quelque chose par une émotion. Trop intéressant. Et donc, du coup, j'ai essayé d'aller caler cette réflexion-là dans ce que je connaissais de la pédagogie, chez Maria Montessori, chez Steiner, Freinet, enfin tous ces gens qui font partie, qui ont fait partie, parce que voilà, ça j'ai changé depuis, mais j'ai changé de métier, mais qui ont vraiment été dans cette réflexion de la connexion avec les enfants. Et si tu prends pour moi, ces pédagogues un peu innovants, même si en fait ils ont tous presque 100 ans. Donc c'est ça qui est troublant en fait, c'est que tu prends des textes alors Freinet c'était peut-être un peu réac, mais
Il y en a d'autres qui, quand tu lis leur texte, c'est extrêmement d'actualité, en fait. Ouais. C'est vraiment toujours d'actualité. Donc, c'est très troublant. Moi, je lisais, quand je faisais des conférences devant 600 enseignants, je lisais un texte et je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'avais juste remplacé le mot télévision par ordinateur. Et en fait, ils disaient, ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, je leur expliquais, c'est un texte qui date des années 60, je crois que c'était à l'époque. Ouais. Donc voilà, il n'y a rien qui a changé, mais ce que j'ai compris, c'est cette idée d'émotion. Et donc, comment est-ce qu'on peut mettre une émotion au service d'un apprentissage, tu vois? Et ça, du coup, si je comprends bien, tu l'avais capté au moment où tu travaillais dans l'équivalent de l'éducation nationale en Belgique. Alors, oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme je suis très rebelle dans le système, parce qu'en fait, moi, je suis un enfant qui a souffert à l'école. J'ai pas été tabassé, tu vois. Je vais pas en rajouter des caisses comme certains vont faire sur les réseaux sociaux, dire j'ai souffert. C'est pas ça, mais c'était pas chouette moi à l'école. Ouais. J'avais des difficultés scolaires. J'étais, c'était au niveau familial, c'était, il y avait du soutien, mais pas ce qui était nécessaire pour que je m'en sorte. Donc je devais me débrouiller tout seul. Donc en fait, moi j'ai eu des difficultés en fait dans l'école, et quand je suis rentré dans le système scolaire et que je suis devenu enseignant, je me suis dit mais tiens, comment je vais faire autrement en fait. Et quand on m'apprenait des techniques, moi ça me touchait pas en fait, tu vois, c'était très artificiel. Ouais. Et faut pas déconner, rester avec 8 heures dans une classe avec des enfants, faut être un bon marketeur pour les laisser assis. Donc c'était compliqué, donc j'essayais toujours de trouver tiens, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose avec eux, en fait, tu vois. Comment est-ce qu'on peut les connecter? Et pour te dire jusqu'où ça a été, c'est que le premier... Donc moi, j'ai fait beaucoup... alors, il faut que je fasse la traduction, parce que je suis en Belgique. CM2, la première année de collège. La première année de collège, chez nous, elle est aussi en primaire. Okay. Donc, nous, on dit 5e, 6e, première, deuxième. On est plus simple en Belgique, façon... Globalement, oui. Globalement, c'est plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Tu vois, CM2, CP, CP, CE1, CE2, là, tous ces trucs bizarres. Mais donc, moi, j'ai beaucoup fait CM2 et collège. Et quand les enfants arrivaient de CM2, maintenant je peux le dire puisque ça fait longtemps que je suis plus dans le système, ils sortaient d'une classe d'une enseignante qui en fait, elle, avait été élève dans cette école où je travaillais, qui avait été enseignante dans cette école, et en fait a fait, parce que je suis devenu directeur de cette école, et donc je l'ai eu comme enseignante, et cette personne, du temps que je l'ai connue, et même d'avant, quand elle est rentrée dans l'école, elle a fait toute sa vie 50 mètres entre sa maison et l'école. Ouais. Donc, son trajet du matin pour aller travailler, c'était sa maison, 25 mètres, puis elle tournait la rue, elle était dans l'école. Et quand moi, j'ai quitté l'enseignement dégoûté, elle était toujours en train de faire le trajet dans l'autre sens, quoi, tu vois. Donc, c'était une enseignante, je ne vais pas dire méchante, mais il n'y avait pas d'émotion, en fait. Donc, les enfants, quand ils arrivaient chez moi, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait tous les enfants qui avaient eu du mal dans les années précédentes, on les amenait chez moi. Moi, c'était une école dans un quartier plutôt huppé, mais à la périphérie d'autres quartiers beaucoup moins huppés. Donc, il y avait en moyenne 35 nationalités. On pouvait avoir des parents, en effet, qui déposaient leur enfant en Porsche, mais on avait aussi des petits Afghans, quoi. On avait vraiment... Et c'était vraiment un brassage. C'est fou. C'était vraiment dingue. Donc, des fois, à l'époque, on était avec Google pour essayer de parler avec les parents, quoi, parce qu'on ne savait pas, ils ne parlaient pas tous anglais, on avait des langues, on découvrait des pays, enfin bref, c'était fou. Donc moi, j'avais un mélange social qui était juste incroyable. Et moi, je viens d'un quartier qui était plutôt très mélangé aussi, très socialement mélangé, avec une connotation, en Belgique, on a une histoire avec le Zaïre, avec le Congo, avec un quartier très africain où j'étais. Donc, baigner un peu dans cette culture aussi de la musique. Enfin, voilà, j'aimais beaucoup tout ça. Et les gosses qui arrivaient dans ma classe, je me souviens toujours de Mohamed, qui était un gamin qui pouvait mettre mes fringues, pour te dire. Ah, waouh. Il devait être costaud. Un ours, quoi. C'était vraiment un costaud. Mais un rebelle de chez rebelle, quoi. Mais un gamin en difficulté. Parce que lui, il traversait... Donc, les parents lui avaient imposé de venir dans notre école. Il traversait toute la ville pour venir à l'école parce qu'il voulait un meilleur environnement que là où il était, où c'était vraiment les quartiers vraiment pas top de Bruxelles, quoi. Et donc, avec ce gamin, j'arrivais à presque rien. Et pour te dire, à la fin de l'année, ce gamin, je disais, bon, les gars, là, je dois passer aux toilettes.
Mohamed, tu gères la classe. Et donc, je quittais la classe, je faisais semblant de sortir, et en fait, j'allais dans les toilettes, et j'étais de l'autre côté de mon mur de classe. Et je restais 15 minutes dans les toilettes, je faisais un peu de bruit, tu vois, je faisais des trucs, et je le laissais faire, en fait. Et je regardais comment ça fonctionnait. Et j'ai vu, en fait, comment une autorité d'un enfant bienveillante peut gérer un autre groupe d'enfants. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, on va y aller à fond. Et donc, j'ai créé tout un concept et toute une façon de travailler avec ces enfants en touchant leurs émotions. Pas en les manipulant, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais vraiment, chaque fois qu'il y avait un problème, c'était, OK, qu'est-ce que tu ressens en fait ? Qu'est-ce qui se passe en toi en fait ? Qu'est-ce qui crée cette frustration ? Pourquoi est-ce que tu l'as ? Parce que c'était des costauds, hein. Ouais. Vraiment, des fois, ça cognait, quoi, tu vois. Pourquoi en fait ? Pourquoi tu as cette nervosité-là ? Mais c'était pareil pour moi. Tu vois, j'avais un tableau où quand il déconnait, parce que c'était chaud quand même des fois, j'avais un tableau, on avait créé un espèce de manifeste du bien-être, tu vois, avec les règles de l'école, de la classe. Tous les enfants, il y avait un tableau. Et donc, chaque fois qu'il y en a un qui déconnait, ça arrivait des fois très souvent, je mettais une croix, mais je disais rien. Et après 10, 12, 15 croix, j'en chopais un et je le flinguais, quoi. Et donc, il crie à l'injustice, le gamin, parce que lui, il n'avait rien fait. Et donc, je leur montrais le tableau et je dis, les gars, regardez, moi, la pression que j'ai avec vous, moi, ce n'est pas une remarque que je viens de faire, c'est la 15e. Donc, l'injustice ou le sentiment de frustration, il est chez moi. Parce que j'ai mis en place un système, apparemment, vous en foutez. Enfin, tu vois, j'essaie vraiment de beaucoup les responsabiliser. Et ça a été vraiment... Encore maintenant, quand je travaille avec les émotions. Tu vois, quand je sens une émotion chez l'autre, je dis, OK, on s'arrête. On va aller travailler là. Parce que là, il y a quelque chose. Et c'est fou parce que ça amène vraiment de la consistance entrepreneuriale. Bon, on parlera peut-être de ce que je fais, mais ouais, ça apporte vraiment. Donc, l'émotion, pour moi, c'est... Voilà, tu vois, tu m'as posé une question. Ce que je trouve fascinant là-dedans aussi, et je suis ravi qu'on rentre là-dedans parce que c'était un des angles que j'avais envie d'explorer avec toi, c'est qu'on a cette perception que... apprendre, c'est quelque chose de très rationnel, cognitif. On est en train de maîtriser une nouvelle compétence et que ça se passe beaucoup dans la tête. Et en même temps, on le voit à l'école. Moi, j'ai aussi pas mal souffert à l'école, mais tu le vois avec d'autres enfants, ados. Quand il y a quelque chose de l'ordre émotionnel qui est très présent, j'ai l'impression que tes capacités cognitives, elles fluctuent avec ça. Genre, tu vis une grosse rupture, c'est beaucoup plus difficile d'être pleinement baigné dans l'apprentissage, le développement de compétences. Et je trouve ça fou que le rapport ne soit pas fait systématiquement et qu'on se dise, il faut prendre ça en compte parce que si le monde émotionnel est dans un tourbillon, non, on ne peut pas rester assis et apprendre par cœur tel ou tel truc, on ne peut pas développer telle ou telle compétence. Ouais. C'est une clé des maths, par exemple. Tu vois, en maths, alors c'est peut-être un poil misogyne, mais on dit toujours, tu sais que les filles ont plus de mal avec les maths. Ce qui est un peu con, en fait. C'est juste ça, c'est complètement con. Mais bon, bref, il y a beaucoup de conneries, de toute façon, dans le système. Hein. Mais par contre, il y a un truc qui est intéressant. C'est que si tu... moi, j'ai travaillé avec des chercheurs, des vrais chercheurs, hein, pas des pseudo-experts du web en neuro. Donc, des chercheurs à l'hôpital. Et en fait, ils m'expliquaient, en fait, et ils m'ont montré une image où, en fait, on voit que l'apprentissage des mathématiques passe par le système émotionnel. Et donc, être en émotion positive et constructive face à l'apprentissage des mathématiques qui sont totalement abstraites, ça aide. Et donc, il y a des enfants qui arrivent à faire une espèce à lisser en fait leur émotion par rapport aux maths et donc du coup ça passe. Et puis il y a les enfants qui sont peut-être un peu plus hypersensibles ou qui ont une compréhension du monde un peu plus fine et qui essayent de vraiment donner du sens à un truc qui est totalement abstrait. Et on ne leur apprend pas ça à l'école. Tu vois, moi j'avais des profs qui disaient quand tu fais x10 ou tu divises par 10, tu rajoutes un 0 ou tu mets une virgule, tu vois, c'était le petit truc. Sauf que si tu fais 2,1 x 10, tu rajoutes un 0, ça fait 2,10, c'est pas bon. Oui. Donc, ça n'est pas juste, en fait, mais c'est de nouveau un raccourci, comme il y en a plein en dev perso, tout ça, c'est des raccourcis à la con. Donc, il faut leur réexpliquer les choses de façon basique. Le nombre est le égal. Alors, je ne vais pas faire un cours de maths, mais le égal, c'est une balance. Donc, quand on te dit 2x égale,
et que tu dis tu passes le 2 de l'autre côté, donc tu inverses, ça devient indivisé. C'est pas ça, en fait. C'est que 2x, tu le divises par 2 d'un côté, et donc tu divises par 2 de l'autre pour annuler, pour faire la même chose. Et donc, quand tu comprends ça, les maths, c'est... Et donc, moi, le premier cours en CM2, la première heure de cours, je leur disais... Alors, je vais le dire comme ça, mais c'est pas comme ça que je disais, quoique je sais plus, mais je dis on va niquer les parents. Et je leur disais voilà, on va. Là, j'imagine tu captes leur attention. Alors là, ils font quoi Qu'est-ce que vous dites? Je dis écoutez, on va montrer à vos parents que vous êtes plus intelligents qu'eux en mathématiques, tu vois. Et je leur faisais l'exercice d'un nombre à 2 chiffres fois 11. Et en fait, tu me dis par exemple 54 fois 11, 594. Tu vois, tu me dis 32 fois 11, 352. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a une astuce, c'est que tu écartes les deux chiffres et tu additionnes les 2 chiffres et tu le mets au milieu. Donc, j'avais même moi pas entendu ça. Alors donc 533, 583. Tu vois? Donc tu peux pas aller... Alors si après ça devient un peu plus compliqué si tu as 56, parce qu'en fait ça fait 11, donc il faut mettre 2, il faut passer il faut mettre 1, il faut passer la dizaine. Donc, mais ça marche pour les trucs de base. Et donc je leur disais, voilà, vous arrivez ce soir, c'est votre premier devoir, vous prenez votre papa ou votre maman, ou votre grand-mère, bref, l'adulte qui est à la maison, parce que des fois c'est complexe. Vous prenez une calculatrice. Donc, s'ils n'avaient pas de calculatrice, moi j'avais une dizaine, je les prêtais. Et vous faites ça avec vos parents. Et vous montrez que vous êtes plus malin. Mais il y avait des gosses qui étaient en échec total en maths. Et ça change leur relation aux maths au final. Et c'est une émotion. C'est que du jeu. C'est du jeu, tu vois. Donc, apprentissage, c'est de l'émotion et du jeu. Et ça n'est que ça. Les animaux, ils apprennent à chasser en jouant avec leurs congénères. Et en fait, on ne devrait se concentrer que sur ça. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre en créant du jeu et l'émotion? Et si tu prends quelqu'un qui a appris quelque chose dans sa vie, quand j'écoute des fois les interviews de gars qui ont réussi en entrepreneuriat et autres, et qui t'expliquent un peu leur parcours, ils ont appris quand ils étaient, alors soit dans quelque chose, souvent c'est la douleur malheureusement, ou heureusement, c'est l'angle qu'on choisit de prendre, mais ils ont appris toujours dans une émotion. Et ceux qui arrivent à tenir sont ceux qui arrivent à en faire un jeu et qui arrivent à en prendre du plaisir. Tu vois? Et même dans les échecs, parce que c'est contextualisé comme mince, j'ai pas appris, j'ai eu telle mauvaise route, du coup je peux recorriger par la suite comme un jeu de société, quoi. Ce qui est une difficulté dans notre Europe. Parce que l'échec est considéré vraiment comme quelque chose de négatif, mais aussi sur lequel on appuie. Tu vois, moi je disais toujours, pourquoi est-ce qui a inventé l'idée que pour corriger un cours, il faut barrer les fautes? Pourquoi on n'entoure pas les réponses justes? C'est tout à fait différent, tu vois. Et émotionnellement très différent, la relation. Et constructif, tu vois. Moi, j'avais des enfants, moi je me souviens toujours, je me suis beaucoup pris la tête dans le système éducatif, vraiment beaucoup, avec beaucoup de gens. Mais il y avait un prof qui se vantait en fait du résultat. Tu sais, on a des examens à certaines périodes, et il se vendait des résultats de ses résultats de classe, tu vois. Et moi, je regardais et j'ai fait du David. J'ai dit, mais c'est complètement stupide en fait ton point de vue. Et lui, alors, tu sais, c'est le rebelle qui se manifeste de nouveau. Alors je lui dis, explique-moi. Je dis, attends, je vais te l'expliquer. Alors, j'avais envie de lui dire, je sais pas si tu vas comprendre, mais je vais te l'expliquer. Tu vois, mais moi, quand j'ai un enfant qui arrive et qui parle pas français, quand il fait 5 sur 10 de moyenne en français, c'est quoi la réponse à un gars qui est dans une classe avec des enfants qui sont hyper favorisés, qui font tout le temps 8 et qui font à l'examen 8,5 ou 9? Enfin, tu vois... Oui, c'est pas du tout le même contexte, C'est pas le même contexte. Donc, aller parler d'une cote, d'une relation à un chiffre, et de dire « Ah, moi, je bosse bien parce que mes élèves font ça », parce que ça, c'était un peu le débat à l'époque. Là, tu regardes les gens et tu fais « What the fuck, quoi ?» Mais t'as rien compris, on quoi. n'est pas dans la même classe, on n'est pas dans le même monde. Je vis même pas dans ce monde-là, en fait, tu vois. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup d'élèves en difficulté. Et ça a toujours été mon leitmotiv. Il y avait 2 cours. Les 2 cours essentiels, c'était le cours du x11 et le cours du prix d'achat et du prix de revient d'une chaussure. Okay. Pourquoi? Parce que je demandais aux enfants d'enlever leurs chaussures des pieds et de la mettre sur la table. Et je dis maintenant, on va calculer ce que coûte cette chaussure. Et l'idée, évidemment, c'était de leur faire comprendre qui construisait les chaussures, qui fabriquait les chaussures, et que c'était des gamins qui étaient soit plus jeunes qu'eux,
qui était... et alors, on partait en géographie. Et donc, tu vois, je travaillais sur... Trop intéressant. Voilà, je travaillais toujours de cette façon-là. Donc, pour revenir à ta première question, l'émotion et le jeu. Voilà. Ouais. Et j'entends un autre truc aussi il me semble important avec cet exemple de la chaussure qui est pour des choses abstraites, les maths, la géographie, genre expliquer de tel millier de kilomètres, il y a un autre pays où il se passe ça, ramener à un contexte connu et de lier le pas connu, l'inconnu, l'invisible, les choses qu'ils ne peuvent pas accéder, avec des choses qui sont très concrètes pour eux. Et tout à fait. jeu, je mets ma chaussure sur la table, on décortique c'est quoi une chaussure, comment c'est fabriqué, on regarde le pays, on regarde coût de revient, coût de vente, ça explique les marges. C'est absolument indispensable que tout le système scolaire comprenne ça, en fait. Et ça, c'est ce qu'on fait, nous, en entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. Et quand, dans mon parcours de vie, j'ai évidemment... en fait, c'est quoi mon idée, moi, au départ ? Au départ, moi, c'est je veux niquer l'école. On va le dire comme ça. Je veux niquer l'école. C'est ce qui voilà. J'ai 14 ans, je vis des choses compliquées au niveau personnel. À 15 ans, je deviens éducateur, tu vois, pour les jeunes. Je travaille avec des enfants trisomiques. Donc, je découvre des enfants qui t'adorent et puis qui au train, ont oublié leurs parents dans la minute qui suit. Et puis, ça dépend évidemment des trisomies. Mais là, j'en avais un qui était vraiment dans une situation compliquée. Et puis, tu restes avec lui pendant 15 jours. Tu t'occupes que de lui, quoi, tu vois. Et puis, tu t'accroches, évidemment. Et puis, il arrive à la gare, ses parents arrivent. Il prend un peu de temps pour reconnaître ses parents. Il reconnaît ses parents et il t'oublie, tu vois. Donc, moi, depuis mes 15 ans, tout ça, ça me trotte, ça me fait réfléchir. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut améliorer le système ? Comment est-ce qu'on peut le faire évoluer alors que les gens ne sont pas conscients, en fait. Tu vois, les gens ne sont pas conscients de comment dire ça, de cette sensibilité-là qu'il faut dans une école pour apprendre. Apprendre, c'est avoir envie de résoudre un problème, c'est avoir envie d'aider quelqu'un. C'est toujours ça. Donc, c'est quoi ? C'est des projets, en fait. Donc, tu vois, quand moi, je suis passé à l'état belge et que j'ai quitté l'enseignement pour être au-dessus, quoi, jusque tout en haut, quoi, j'ai été voir l'école la plus chère du monde. En Suisse. On nous a invités là comme experts du digital à l'époque, parce que c'est par là que j'ai terminé le système après 18 ans. Et j'ai eu le directeur à côté de moi. Et on était dans une salle qui avait coûté 30 millions d'euros, qui avait été payée, offert par un ancien étudiant. Oh, waouh. tu vois le niveau, quoi. Je lui avais dit, mais c'est quoi, en fait, les fondamentaux de votre école ? Et il m'a dit, l'entrepreneuriat et l'art. Et là, j'en avais les larmes aux yeux. Je m'en souviendrai toujours, j'en avais les larmes aux yeux, parce que je dis, c'est presque pas juste, en fait. Alors, ces enfants-là ont plein de difficultés. Hein. Ils voient pas leurs parents, ils sont avec des gardes. Enfin, il y a plein d'autres choses. Ils sont privés d'une partie du lien émotionnel. Voilà. Ils ont des avantages, mais je sais pas si c'est des avantages. Ça a discuté, en tout cas. Mais ces enfants-là, qui ont finalement absolument, d'un point de vue financier, on va dire, et tu vois, ils ont les connexions, ils ont tout ce qu'il faut. On leur apprend que dans la vie, le plus important, c'est d'entreprendre, quel que soit le fait d'entreprendre. C'est pas forcément business. Pas forcément du business, c'est entreprendre quelque chose au sens vraiment premier du terme, et l'art. Et là, tu sais, tu rentres en Belgique, tu rentres dans ta classe, et tu fais « what the fuck, je suis pas au bon endroit », quoi, tu vois. Je pense que les gens qui sont dans le système éducatif français vont se reconnaître aussi là-dedans. C'est pas... Et pourtant, tu vois, et donc ils avaient des classes, et il y avait des classes d'art et des classes d'entrepreneuriat, donc ils avaient mis même un espace un peu... Enfin, je ne sais pas s'ils l'avaient déjà mis, mais en tout cas, c'était dans les plans, ils avaient un espace de coworking. Donc les élèves pouvaient aller travailler, et dans le deal avec les entrepreneurs, c'était d'apprendre aux élèves et d'expliquer aux élèves ce qu'ils étaient en train de faire. Et là, tu fais... On n'y est pas, quoi. On n'y est pas, tu vois. Le système éducatif, il est mort, quoi. Il est vraiment mort. Et il est encore plus mort maintenant qu'avant. Les écoles privées prennent de plus en plus de place. Donc, du coup, quand j'ai découvert cette école-là, j'ai été en voir plein d'autres. Ce sont des entreprises cotées en bourse.
Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est devenu un enjeu privé, financier, de créer du revenu à partir de l'apprentissage, ce qui, je pense, est complètement différent en termes des incentives que quand c'est une structure publique qui n'est pas récompensée financièrement. Le meilleur exemple, c'est les écoles Montessori. Tu vois, quand tu vois l'histoire de Maria Montessori, qui prend des enfants qui sont dans la rue à Naples pour les sortir de la rue, et qui, en tant que médecin, imagine d'une façon instinctive comment est-ce qu'on peut aider ces enfants-là. Créer tout un modèle qui fonctionne, qui donne des résultats incroyables. Et en fait, ça devient, alors en tout cas en Belgique, mais je pense qu'en France aussi, ça devient quasi les écoles les plus chères de Belgique. Tu vois, comme le truc, il a été complètement... Et moi, nous, on a essayé, parce qu'on avait des écoles Montessori dans la mairie où on était, et par chance, c'était 2 petites écoles, et les enseignantes des 2 écoles étaient des amis à moi. Donc ça, c'était un coup de bol. Donc on a essayé de se mettre en lien, on a essayé de mettre ça dans les maternelles. Vous avez eu Céline Martinez, ou Alvarez, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a parlé de tout ça chez vous en France, qui a fait tout un débat. Il y a des choses à débattre, mais Maria Montessori, en fait, elle a fait ça au début pour aider les gosses, et puis en fait, c'est devenu un énorme business, quoi. Ouais. C'est 10 000 €, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est une folie. Tu vois, moi, par exemple, mes enfants, je voulais pas les mettre dans un système scolaire classique. J'ai trouvé une alternance, tu vois, avec une pédagogie qui n'est pas connue en France. Je pense que c'est De Crowley, qui est une pédagogie par projet. Mais c'est une école... Alors, c'était pas trop cher, mais c'est quand même payant, tu vois. Donc, l'accès, en fait, à l'éducation... qui serait l'idéal pour tous, est privatisé, quoi. Ouais. Et là, tu fais... et ça, je pense, c'est aussi... je pensais pas qu'on arriverait sur des sujets politiques, mais je pense qu'ils sont liés. C'est en fonction de la direction politique plus ou moins libérale, qui enlève plus ou moins de moyens à l'éducation et au ministère des Éducations. Il y a une direction qu'on voit globalement, si tu regardes le temps long en France, en Europe, de privatiser les écoles de plus en plus, parce qu'on se rend compte que c'est plus... il y a une meilleure gestion, entre guillemets, mais du coup, tu as un ticket à l'entrée que tout le monde ne peut pas se permettre, ça recrée des inégalités. Tu vois, par exemple, moi, j'ai été prof parce que je voulais impacter les enfants. Je voulais vraiment avoir un impact sur les enfants. J'ai eu la chance, moi, paix à son âme, d'avoir Monsieur Cornet. On a tous un professeur on a tous un nom, tu vois, on a tous un gars ou une femme qui a fait quelque chose dans ton parcours que tu te souviens de cette personne. Moi, c'est Monsieur Cornet, c'est CM2. C'est CM2 et ça va faire le vieux crouton en 86. Je retiens parce qu'en fait, c'est une finale. On joue au foot, la Belgique, pas contre la France, ce coup-là, mais on perd en demi, je crois, ou en quart, je ne sais plus, contre l'Argentine. Et ce professeur, M. Cornet, nous dit « Je vais faire un mot dans le journal de classe pour vous autoriser à regarder le match. » Ah, waouh. Tu vois, pour te dire le personnage. Et il avait mis des journées sportives à l'école. Enfin, c'était un gars incroyable. Et moi, j'ai pris 15% dans toutes mes branches en passant chez lui. Donc, j'ai souffert. J'arrive chez lui, je prends 15%. Tu vois, dans toutes mes branches. Je pense que ça, c'est déjà un point de départ sur l'émotion et le jeu, tu vois. Ouais, ça montre que... Ça titille, quoi. Et vraiment, c'était quelqu'un qui était comme ça. Et donc, du coup, je garde en tête ce professeur. Et je me dis, quand je vais être enseignant, je vais faire ce que M. Cornet a fait. Et donc là, je veux impacter la classe. Je crée une classe avec un tableau, une classe avec des canapés, avec un tableau blanc en mode projet. Donc, on faisait un projet, on était en mode canapé, il y avait les responsables du projet et tout. Et quand on avait un apprentissage dans le projet, on passait dans la partie à côté. Tu vois. Donc, on switchait comme ça dans la classe. Donc, j'ai eu TV5 Europe qui est venu. On a fait un musée dans la classe. Des trucs de fou. On avait des poules dans la classe. Des trucs de fou. Des trucs de dingue. Je suis super content d'avoir vécu tout ça. Et donc, du coup... quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bloqué par mes collègues, parce que forcément, j'ai eu des ennuis, des gros ennuis avec mes collègues. Quand j'ai compris que j'étais bloqué par les parents, du coup, je dis, OK, c'est pas grave. Il faut que je change de métier, en fait. Donc, il faut que je devienne directeur d'école. Tu vois, parce que là, je vais toucher les enseignants et je vais toucher les parents. Et tu peux avoir plus de marge de manœuvre. Plus d'impact, voilà. Donc, on crée un projet écologique, un projet en lien avec le quartier. Tu vois, donc quand j'ai quitté la direction d'école, l'école était en reconstruction. L'école, elle était avec
des abeilles sur le toit. On est dans Bruxelles, des abeilles sur le toit, récupération d'eau de pluie, enfin des trucs de fou, avec aussi un potager de 125 mètres carrés pour que les gens plus âgés, les seniors, puissent venir pour créer une émulation du quartier, tu vois. Tout ça a disparu. Hein. C'est parti parce que j'ai quitté, donc c'est parti sur un autre projet, mais c'est ça qui est un peu triste dans le système. Mais du coup, j'ai voulu impacter comme ça. Et puis quand je me suis rendu compte que au-dessus de la direction et au-dessus des parents et au-dessus des enseignants, il y avait une inspection, il y avait un état, je dis OK. Faut que je monte Faut que je monte encore. Et donc, j'ai fait formateur de formateur, tu vois. Et puis là, je suis devenu un peu digital évangéliste. Parce qu'on était dans la période où il fallait amener les tableaux interactifs, toutes ces conneries qui ne servent pas à grand-chose dans l'état actuel, soyons clairs, c'est de la poudre aux yeux. Et là, en fait, il reste une étape, en fait, c'est qu'au-dessus, tu as la politique. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte que, et je pense qu'en France, c'est exactement la même chose. Moi, j'étais vraiment, pendant plus d'1 an, j'ai voulu, j'étais partie prenante de l'écriture d'un document qui devait changer le système scolaire. Donc, tu penses que j'y étais à fond, quoi, tu vois. Toutes les semaines, tous les lundis, réunion de 3 heures à Bruxelles, j'allais dire à Paris, à Bruxelles, revenir chez moi, repartir, faire des rapports, défendre. Moi, j'avais 25 000 enseignants dans mon système, donc je devais défendre un peu ces 25 000 enseignants, tenir le coup pendant 1 an et tout. Et en fait, il y a un truc qui est clair, c'est que je l'ai vécu, puisque la phrase finale, c'est « David, tu dois collaborer ». Et moi, j'ai dit comme en 40, du temps de Vichy, tu vois. J'ai posé la question. En face de moi, c'était ce qu'il y a de plus haut dans le système éducatif, la politique, tu vois. Et là, évidemment, j'étais mort. C'est clair que là, j'étais mort. Mais en fait, ces politiques ne sont pas là pour l'éducation, ils ne sont pas là pour les enfants. Ils sont là parce que le système éducatif est le pourvoyeur des électeurs de demain et les parents, qui sont des électeurs en puissance. Et donc, en fait, moi, j'ai eu des réunions, tu vois, avec... j'avais un projet qui touchait 350 000 enfants. J'ai fait venir des entreprises, une entreprise qui venait de Norvège, en avion. Ils sont venus pour le projet, tellement ils avaient adoré le concept. J'avais des ministres assis à table, et ils se disputaient pour savoir qui allait pouvoir communiquer le projet dans les médias. Et toi, tu es là... Et t'es là pour la différence que ça fait dans la vie d'un enfant qui change complètement sa manière d'apprendre grâce à ça. Et t'es là avec des gens qui, en fait, ne sont pas... Et ça a été mon coup fatal, en fait. Ça a été le coup fatal, d'abord parce que, forcément, je me suis fait virer, mais j'étais grillé aussi. Parce que politiquement, j'étais mort, quoi. La fatigue de monter les échelons avec tout l'espoir que tu portes sur le fait qu'à un moment donné, tu vas pouvoir faire basculer les choses et tu tapes le mur, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, quand je fais des fois des conférences, tu vois, j'ai fait une conférence au Grand Rex il y a quelques années ici, juste après le Covid. Et forcément, ça touche des enseignants ou des gens. Et alors, tu as beaucoup de gens qui sont toujours dans le système, en fait, et qui croient qu'ils vont pouvoir le bouger. Et j'ai pas de jugement à faire. Je dis, tant mieux, il faudra toujours qu'il y ait des gens. Mais ça ne bougera pas, parce que ça n'est pas une intention politique de faire bouger le système. C'est au bout du compte, on va rester toujours dans ce système-là. Et ce qui fait, c'est que, du coup, qu'est-ce qu'on fait, en fait, tu vois ? Et là, moi, mon intention, ça a été vraiment de me dire, OK, mais puisque de toute façon, l'école est dépassée. Elle est dépassée, il faut être au clair. Si je peux te donner un exemple, il y a des programmes scolaires, il faut 5 ans pour les mettre en place. Ouais, c'est ça. Donc c'est mort. On est optimisé pour un truc qui existait il y a 5 ans et comme le monde bouge si imagine vite... ChatGPT en 5 ans. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc, de toute façon, le système est décalé et est foutu. Donc, on peut espérer qu'il y ait des gens qui aient la puissance, l'énergie de le faire bouger, mais moi... En tout cas, à mon échelle, j'ai fait tout ce que j'ai pu et c'est terminé. Par contre, il existe une autre alternative. C'est toujours dans le but de niquer l'école. C'est que les experts, toi dans ton expertise, moi dans mon expertise, tous les gens qui écoutent ce podcast et tous les gens qui ont une vraie expertise, qui ont poncé un sujet, mais ils peuvent le transmettre en fait. On a les outils maintenant pour transmettre. On n'avait pas ça avant, tu vois. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un formidable outil de transmission. Il y a plein de choses à dire, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a plein de choses à dire sur le web, mais c'est des outils de transmission extrêmement puissants, tu vois. Ça fait bouger les lignes. Ouais. Je vois un peu ce qui se passe là maintenant avec professeur Watson, avec les baleines. Ça serait arrivé il y a 20 ans.
personne ne le saurait. Ouais. Tu vois. Alors je que dis là, pas, c'est tout un mouvement. je dis pas que c'est top, tu vois. Ça reste quand même débile ce qui est en train de se produire, quoi. Ouais. On tue. Enfin, oui, on veut essayer de tuer quelqu'un qui sauve des animaux dans un sanctuaire, quoi. Et on prend fait et cause pour un pays criminel. Mais pour des enjeux géopolitiques, ou je sais pas quoi, bref, c'est débile. Mais toujours est-il qu'il y a cette capacité à pouvoir transmettre, tu vois. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Donc moi, j'en suis là, ouais. tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que, et j'avais pas encore capté ça, je crois, de ton parcours, mais c'est la même mission. C'est juste que tu as décalé les bénéficiaires, entre guillemets, de là où tu mets ton temps. Il y a un endroit, c'est je veux changer ce qui est possible pour des enfants dans ma classe, puis ce qui est possible pour des enfants dans un système éducatif. Et une fois que tu vois qu'il y a, en tout cas, il y a une forme d'épuisement ou un blocage qui fait que tu sens que tu peux plus contribuer à cet endroit-là, tu te décales plutôt sur les adultes au final. Ouais. Et en fait, ce que je capte là, c'est que si tu transmets autrement aux adultes, ils transmettent autrement aux enfants, peut-être qu'ils sortent leurs enfants du système. C'est peut-être que j'arrive par ce biais-là à toujours être dans ma même mission. Ouais. Mais quand même, je vais pas faire celui qui sait, parce que c'est pas maintenant, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est tout à fait ça. Mais je dis toujours aux gens, il faut faire attention entre le contenant et le contenu. Okay. Tu vois c'est normal, ça ? Oui, c'est normal. Okay. Donc, le contenant, c'était mon système éducatif. Et j'ai été dans le système éducatif pour essayer de changer à l'intérieur du système éducatif. Et puis, le contenant ne m'a pas plu. Je suis sorti de ce système pour aller dans un autre système, d'accord, un autre contenant. Mais entre les deux, j'ai cru que c'était le contenu qui ne me plaisait plus. Et donc, du coup, je suis passé dans le marketing, j'ai fait des tunnels de vente, enfin, j'étais plus technicien, je faisais des tunnels de vente, des sites web, des trucs comme ça, parce que c'est une zone où j'ai une certaine compétence, tu vois. Ça se voit, la phrase on va niquer les parents et on va vous montrer que vous êtes plus intelligent, ça c'est du copywriting. Voilà. De toute façon, y a le marketing, moi je dis toujours, laisser des enfants 8 heures dans une classe et leur faire croire que ce qu'ils vont apprendre est utile pour eux plus tard, c'est du marketing à 100%. Tu vois. Si on est un peu cynique, c'est quand même un peu ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait attention à ça, et je le dis toujours aux gens, quand il y a des personnes qui sont en changement de vie, je leur pose toujours la question, mais en fait, qu'est-ce que vous aimiez dans ce que vous étiez en train de faire avant ? Parce que tu ne fais pas ça juste pour l'argent. Enfin, je pense pas. Moi, j'y crois pas. Peut-être que c'est possible, mais j'y crois pas. Il y a toujours quelque chose de profondément qui t'anime. Même si tu arrives pour les raisons purement financières, tu trouves quand même quelque chose. C'est ça, tu trouves un truc. Et quand tu vis ce bug interne et que tu te dis je vais changer de vie ou je vais passer à autre chose, tu sais, moi j'ai beaucoup d'experts qui étaient par exemple des experts dans des grosses boîtes et puis ils se découvrent qu'en fait la boîte les a manipulés et donc du coup ils sont en perte totale de repères et ils veulent devenir thérapeutes. C'est ok, tu vois, mais je me prends toujours le temps d'aller aligner en fait la personne et de voir, tiens, mais le contenant te plaisait pas, on est d'accord, mais le contenu en fait. Et là, alors, ça devient intéressant parce que tu peux peut-être allier ce que tu as appris avec ce que tu veux devenir et créer en fait quelque chose qui soit totalement nouveau, et qui soit hors des sentiers battus et qui permette à d'autres personnes d'apprendre, tu vois. Ouais. Ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans l'endroit où je suis maintenant par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, les gens ont appris souvent d'une blessure, donc une émotion plutôt négative, et ils changent de contenant, ils oublient en fait que le contenu leur plaît, mais si tu les ramènes aux choses qui leur plaisent, alors ça devient du jeu. Ouais. Et on est dans l'émotion et le jeu. Et alors on reconnecte, et à ce moment-là, on peut repartir sur quelque chose. Ma croyance. J'ai pas de vérité, c'est que ma croyance. En tout cas, c'est le fruit de ton expérience. Voilà, c'est comme ça que moi je vois le monde, et c'est comme ça que je vois la façon d'amener les gens à prendre conscience, en fait, tu vois, de réellement, en fait, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de partager, comment ils ont envie de le faire. Je vérifie toujours le contenant et le contenu. Ouais. Parce que moi, j'ai été victime de ça. Moi, en fait, c'est le contenant qui ne m'a pas plu. Mais c'est le contenu, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien enseigner, j'aimais bien transmettre, j'aimais bien être au contact avec les autres. Mais par contre, l'environnement dans lequel je le faisais, il était hyper toxique. Ouais.
Tu vois, c'était... Et c'est intéressant parce que du coup, effectivement, on retrouve dans ce que tu fais aujourd'hui, au final, beaucoup des mêmes choses. C'est-à-dire que là, ton expertise aujourd'hui, c'est accompagner des personnes qui ont une expertise à la structurer, la codifier pour que ce soit une forme de transmission, formation, enseignement pertinente. C'est ça. Et je suis curieux parce que là, on a beaucoup parlé de la pédagogie pour les enfants. Je crois qu'il y a un terme pour les adultes qui est l'andragogie. Ouais, l'andragogie, ouais. Et je me demande, est-ce que c'est les mêmes critères? Si j'essaie de reformuler ce qu'on s'est dit depuis le début, il faut de l'émotion pour apprendre, il faut du jeu. J'ai cru comprendre qu'il faut aussi une forme de contextualisation et d'expérimentation dans ce contexte du savoir théorique et que du coup, tu fais des allées et venues entre tu testes, t'es dans la matière, dans la boue et savoir théorique, boum, on va aller l'expliquer. Est-ce que c'est la même chose pour les adultes? Et si oui, comment on structure ça à la fois pour nous en tant que posture formateur, mais aussi les gens qui nous écoutent, qui sont des apprenants au final? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent mettre en place pour rentrer dans ces trucs et mieux apprendre? Ça va dépendre de... Si évidemment tu pars de l'enseignement classique, traditionnel, tu vois, le prof face au tableau qui donne son cours, et l'enseignement... par pédagogie par projet, qui anime et tout, il va y avoir une nuance. Okay. C'est discutable, tu vois, moi, quand je suis avec des pédagogues ou des ingénieurs pédagogiques, on aime bien slapiner sur le vocabulaire et tout ça. On aime bien ça. Donc oui, mais non, c'est pas tout à fait ça, parce que tu vois, la pédagogie par effet vicariant, nanani, nanana. Oui. On aime bien mettre être clair sur les termes. Voilà, les termes. C'est très occidental. D'ailleurs, les chamans, ils sont morts de rire quand tu leur demandes c'est quoi le tout, c'est quoi la forêt. Pour eux, il n'y a pas de réponse, en fait, tu vois. Nous, on a besoin de mettre une explication. Mais bon, bref. On aime les définitions. On aime les définitions. Donc ici, l'andragogie, c'est en fait, c'est pas vraiment c'est pas une science, d'accord? C'est plutôt une vision des choses, une analyse des choses que moi, j'ai aimé, parce que quand je suis passé d'enseignant pour les enfants à l'État belge et que j'étais digital évangéliste, j'avais comme mission d'aller apporter la technologie, le digital, donner du sens au numérique. Je vais dire numérique, encore une fois aussi, digital, numérique, anglo-saxon, bref, d'amener du sens au numérique. Et donc là, j'étais confronté aux adultes, tu vois. Et pour te dire, comme j'ai été confronté, j'en ai eu 3500 devant moi, dans toute la Belgique francophone. C'est pas grand la Belgique, mais quand même, ça fait quelques kilomètres, pendant 1 an et demi. Donc j'ai vraiment parcouru tous les types d'écoles, des grandes écoles, des quartiers entiers, des trucs, voilà, bref. Et donc j'étais face à ces adultes. Et moi, j'avais un collègue direct qui était quelqu'un qui est génial d'ailleurs, on a encore des échanges, mais très structuré. Moi, je ne suis pas structuré. Je suis artistique, je pars dans tous les sens, je m'adapte aux gens, voilà, c'est comme ça. Mais nous deux, ça faisait un binôme de fou. Et là, je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai commencé à bosser là, j'avais déjà compris ça en tant que directeur, mais quand je suis passé à vraiment aller former plein d'écoles différentes, c'est à un moment, quand tu es directeur, c'est ton équipe. Donc, tu commences à dire, ouais, c'est parce qu'en fait, c'est un problème d'équipe. Ouais. Mais quand je suis passé à l'État, et là, j'ai vu des milliers de gens, là, je me suis rendu compte que non, en fait, il y avait quand même des choses différentes. Parce que, ça, c'est un des points, il y a une histoire chez un adulte, tu vois. Un enfant, quand il est arrivé dans ma classe à 10 ans, à 11 ans, il a une histoire, mais elle est légère, tu vois. Elle n'est pas par rapport aux apprentissages. Bon, il sait qu'il est à l'école, il sait qu'il doit apprendre. Il part un peu d'une feuille vide, même si elle n'est pas tout à fait vide. Donc, je nuance les propos. Parce que sinon, elle est moins remplie que quelqu'un qui a 45 ans, qui a déjà qui a des croyances, des évidences, qui a des vérités, tu vois. Et donc, ne pas prendre en compte l'histoire d'une personne, bah, c'est déjà partir avec un biais, en fait. Parce que toi, tu viens avec une vérité. Le meilleur exemple, c'est l'alimentation. Tu vois, l'alimentation, c'est un endroit génial pour ça. Pourquoi? Parce que tu as été éduqué d'une certaine façon. Tu as tes croyances sur l'alimentation. Et moi, je viens, et par exemple, tu es dans une famille qui boit du lait. Le lait, par exemple. Voilà, ça, c'est génial. Tu bois du lait. Et on t'a dit, le lait, c'est bon. À la télé, tu as vu, le lait, c'est bon, le lait, c'est bon, le lait, c'est bon. Les os, voilà. Moi, je viens d'une famille où j'ai eu la chance d'avoir un pédiatre quand j'avais 5 ans qui a dit, « Madame, il faut arrêter le lait pour David. Parce que ça ne va pas du tout lui aller. » Et donc, j'ai arrêté le lait. Mais j'ai jamais eu de sinusite, j'ai jamais eu d'otite. J'en ai plus jamais eu, en fait. J'ai plus de graves... J'avais des pneumonies. Enfin, j'ai eu des trucs vraiment hard quand j'étais petit. J'en ai eu encore un peu par les allergies, mais très peu. Alors que j'ai des amis qui, eux,
donner des biberons de lait à des gamins de 5 ans, tu vois, et qui se disaient, putain, il fait que des otites. Ben voilà, là, tu es dans un truc où si moi je viens face à mon ami en apprentissage, en considérant que c'est un enfant, et que je fais fi de son histoire, ben en fait, j'ai aucune chance, en fait. Ouais. Tu vois? Alors, j'ai pas envie de convaincre, convaincre, c'est vaincre des cons, hein. C'est pas ça. mais juste de lui dire, OK, je vais lui poser une question. Ouais. Je vais lui créer une petite... quelque chose, tiens, je vais aller voir. Je vais aller vérifier, tu vois? Mais ça... c'est très compliqué si tu ne prends pas en compte l'histoire de l'adulte. Et ce que j'entends là-dedans, du coup, c'est qu'il y a une dimension pour bien faire de la formation et pour bien enseigner des sujets qui est complètement psychologique et qui va bien au-delà du concret. Et ça me fait écho avec... on a une formation qui s'appelle prospection consentie. Donc c'est... comment tu fais de la prospection en prenant en compte culture du consentement, soins, care dans les relations et tout. Et une énorme partie du début de la formation, genre un module entier, est dédié à déconstruire le rapport des gens avec qu'est-ce que ça veut dire prospecter. Ah bah oui. Parce que si je rentre direct dans, alors tu contactes comme ça, tu te confrontes à un mur en fait. Les gens, ils arrivent avec leur histoire et leur relation à la prospection, et tu peux pas faire rencontrer les trucs. Exact. Et c'est ce que j'entends là-dedans, c'est qu'avant de commencer à enseigner des trucs très concrets, techniques, de je passe à l'acte et je fais les choses, il y a besoin d'accompagner la relation avec la thématique qui a pu être construite effectivement depuis peut-être 5, 10, 15 ans auparavant pour ensuite réembrasser les choses. Apprendre, c'est déconstruire. Apprendre, c'est déconstruire. En fait, c'est arriver à accepter que cette fameuse phrase, je crois que c'est Socrate, je sais que je ne sais rien. Et moi, j'aime rajouter maintenant, je sais que je ne sais rien, et c'est déjà bien de le savoir. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, qui ne savent rien. Et ils se prennent pour les experts. Tu sais, dans la courbe d'effet Dunning-Kruger, c'est vraiment, tu vois, cette fameuse courbe où tu es dans le... C'est parce que ça fait 1 an. On l'a tous eu. Ouais. Tu découvres un sujet, tu te passionnes, tu lis, tu sais quoi. Tu vois. Ça se voit beaucoup chez les nouveaux coachs. Mais oui, bien sûr. Moi, je suis passé par là. Et c'est humain et c'est normal. C'est juste que là, par exemple, sur le web, tu vois, tu as des gens qui ont découvert une méthodologie de vente qui cartonne. Donc, c'est la méthodologie, donc c'est des experts web. Et donc, c'est des coachs business. Tu n'es pas coach business. Tu es un vendeur d'une solution, tu as compris cette solution-là et tu revends la même solution à d'autres. Tu n'es pas coach business. Un coach business, il doit pouvoir ouvrir tous les chakras des possibles et amener les gens à dire, OK, comment toi tu vis les choses, comment toi tu as envie de transmettre, comment tu as envie de vendre. Et l'aider à trier. Et l'aider à trier. En fait. Et après, dire, OK, si tu veux, tu vois, il y a... je vais parler dans notre industrie, mais le lancement orchestré, l'Evergreen, le festival, le sommet en ligne, tu vois, tu vas faire ce que tu veux, le webinaire, les VSL, tu fais tout ce que tu veux comme technique, mais d'abord, tu vérifies qui est la personne, tandis que moi, j'ai des gens des fois qui ont payé mais des fortunes et qui disent, David, j'en ai une là, par exemple, j'ai une personne qui est un couple même, je pense qu'en devenir amis, tu vois, qui sont vraiment proches. Et donc, on avait un petit peu peur de travailler ensemble parce que j'avais pas envie de casser la relation. Donc, j'ai dit, écoute, on fait pas le deal habituel, on fait une séance, tu payes la séance et tu pars et tu vois, en une séance, j'ai explosé la tête. Elle m'a dit, David, je suis explosé, mais elle a adoré, tu vois. Elle a tout reconfiguré. Et là, elle m'a envoyé un message, c'est juste dingue. Pourquoi ? Juste parce qu'on a pris conscience de qui elle était, comment elle s'était construite, et comment on pouvait déconstruire. Et à partir du moment où on déconstruit, on reconstruit derrière, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un point absolument, un point de départ, en fait. Tu vois, moi, j'appelle ça le road trip parce que je suis motard, tu vois, donc je pense à des bagnoles, des motos et tout, mais s'aligner, c'est important. Et dans l'andragogie, c'est pour ça que j'adore faire le parallèle entre la pédagogie, si on veut, l'andragogie et le marketing, puisque c'est tellement important. Dans l'andragogie, ce que tu dis par rapport à l'histoire des gens, à leur façon de comprendre le monde, en fait. Et donc, du coup, forcément, de s'adapter, de mettre en place des stratégies. Dans cet alignement-là, il y a une prise en vraiment hyper important des perceptions que l'on a de son environnement. Moi, j'ai rencontré un de mes premiers clients qui avait
La dame avait 65, le mari avait 82 ans. C'était celui qui avait créé le logo de Texaco aux États-Unis. Bon, c'est pas la marque que je préfère, hein, d'accord, mais une histoire de fou. Mais des gens avec une tête comme ça, un cœur comme ça, enfin bref, des monstres qui ont travaillé avec Monsieur Bono, enfin les chapeaux de Bono, qui sont partie de l'équipe qui ont fait le business model Canva. Donc tu vois, vraiment des gens qui sont dans l'innovation. Il me disait, David, c'est pas compliqué. Dans le monde, il y a trop de gens qui mettent en place des stratégies et des actions sans avoir compris les perceptions de l'environnement dans lequel ils sont. Il faut d'abord travailler les perceptions. Et moi, évidemment, ça vient lié à l'andragogie où on dit « Ah, mais il faut partir des connaissances, de l'histoire des gens. Ouais. » Quand toi, tu fais ça dans ta formation, tu fais exactement la même chose. Maintenant, je rajouterai une brique. Je dis « Comment est-ce que je pourrais non pas être dans un mode de conviction, d'essayer de convaincre que leur modèle n'est pas le bon, mais comment je peux leur faire vivre une émotion pour qu'ils prennent conscience que, tiens, pourquoi ils ont cette croyance-là, en fait? D'où elle vient, tu vois? Parce que, par exemple, là, moi, j'ai pris un programme d'accompagnement au niveau de ma santé, tu vois, au niveau alimentaire et sportif. Donc, j'ai eu affaire à ce qu'on appelle le closer. Ben, j'étais mort de rire. Tu vois, parce que après il était cool, c'était un chouette gars, mais je jouais avec lui en fait, tu vois, parce que il était dans un modèle en fait qui pour moi ne correspondait pas à là où j'en étais. Ouais. Mais comme il était dans un modèle et qu'il ne prenait pas conscience en fait de mon histoire, il l'a prise, mais il avait un scénario. Quoi, voilà, il l'a pris en mode marketing. Il a pris, oui, ok. Il prenait ma phrase, mais il mettait la phrase derrière. Je dis, tu veux que je te dise les phrases que tu vas dire après, tu vois. Ouais. Je le connais en avance. Tu vois, donc je dis, me casse pas les pieds avec ça, quoi. Tu vois, on parle, quoi. Tu vois, on se met dans une relation. Et finalement, j'ai pas pris. Et puis il m'a dit, ouais, tu vas. Et je dis, non, je vais le prendre plus tard parce que il fallait que financièrement, je cale tout ça. Et, mais c'est très intéressant parce que le client. D'accord? Si on parle de clients, tu parles de gens, là, ce sont des clients, d'accord? Oui. Mais en fait, ce n'est pas qu'un client, c'est aussi un apprenant. Et un client apprenant, ce n'est pas un client. Le client, il achète une promesse, un rêve, d'accord? Il achète ta page de vente, il achète ce que tu lui promets. C'est le client. Il rêve d'un truc et tu lui dis que tu vas résoudre le problème. Oui. L'apprenant, le client apprenant, c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Parce que ceux-là, ils sont prêts à se déconstruire. Ils sont prêts à apprendre pour se transformer. Et si tu regardes les gens qui réussissent tes programmes ou les gens qui réussissent nos programmes, moi, c'est tous des gens qui ont vraiment cette ouverture d'esprit et qui sont capables de comprendre que peut-être leurs croyances sont un peu erronées ou en tout cas qu'il faudrait un petit peu aller les titiller. Ouais. Dans le respect des croyances, mais il faut aller les titiller. Ouais, parce que quand tu es trop attaché à ça, c'est la vérité, c'est comme ça que le monde fonctionne et que tu n'es pas capable de le lâcher, effectivement, c'est dur de reconstruire par-dessus. Sans dire que ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, etc. Même moi, c'est mettre de la flexibilité. Et on a un séminaire dans un de nos programmes qui est dédié à 100% à cette question identitaire, où quand on crée des étiquettes identitaires et donc des croyances associées qui sont trop fortes, certaines fois dans notre vie, c'est très soutenant d'avoir ça, mais à un moment, ça peut devenir bloquant. Et juste revenir, se dire, en fait, c'est un mécanisme psychologique qui parfois nous protège, qui parfois nous enferme. Et quand on remet de la flexibilité, de se dire ça peut être vrai, mais ça peut être faux, bah là, on ouvre plus de portes. Ouais, et on peut déconstruire pour Et tu vois, tu travailles vraiment les perceptions. En fait, tu prends le temps, et je pense qu'on est dans un monde où il faut reprendre le temps, vraiment, au sens propre, reprendre le temps sur ce qu'on vit, on ressent, en fait. Tu vois, à partir du moment où on prend conscience qu'apprendre, c'est des émotions et du jeu, que l'andragogie, c'est prendre conscience de l'historique de ton étudiant, savoir qu'un adulte, tu vois, un enfant, moi j'avais des enfants, alors j'arrivais à leur faire prendre du plaisir à apprendre, parce que je les mettais en projet et tout ça. C'est pour ça que je dis, quand tu es dans une pédagogie de projet, tu es plus proche de l'andragogie que l'enseignement classique. Mais donc il y avait un sens, tu vois, on allait faire une balade, on allait créer des choses, on a fait plein de trucs, tu vois. Donc du coup, le sens fait qu'à partir du moment où il y a une motivation intrinsèque, personnelle, qui n'est pas une source extérieure, tu vois, la motivation de l'argent, ce n'est pas une motivation qui va tenir au premier frein, au premier blocage, tu vas arrêter ou tu vas abandonner. Il y en a beaucoup dans les formations en ligne qui abandonnent à cause
du manque de résultats. Mais c'est parce que la motivation, elle n'est pas interne, elle est externe, tu vois. Et ça, c'est une responsabilité que je voudrais remettre aussi dans la main des entrepreneurs. Et des gens qui créent les pages de vente, qui créent les promesses. Parce que il faut oser dire, en fait. Il faut qu'on arrive à un moment à stopper, en fait, cette hérésie de pousser les gens à dire que tu vas gagner 5 000 € en 3 mois avec cette méthode. Oui. C'est une hérésie, en fait, tu vois. Ça n'a pas de sens. Mais c'est notre responsabilité, là, pour le coup, des entrepreneurs moi, j'appelle ça le business learning, tu vois, l'infoprenariat en France, vous appelez ça, mais pour être un peu plus large dans la creator economy, c'est de la responsabilité des gens qui créent des programmes, qui vendent, tu vois. Ouais. On parlait tout à l'heure des bundles et tout ça. Qu'est-ce qu'on crée, en fait, là, dans ce bundle, en fait? Est-ce qu'on crée vraiment une profonde émotion pour un jeu qui va, tu vois, est-ce qu'on est dans cette dynamique-là? Non, on ne l'est pas, en fait. On est dans une dynamique de vente, de projet personnel, et j'ai rien... Parce qu'en fait, j'adore la personne qui a créé ça, tu vois, je trouve qu'elle est extrêmement brillante. Mais il y a une vraie réflexion de fond, en fait. C'est notre industrie, on se tire une balle dans le pied. Comment est-ce qu'on façonne notre écosystème petit à petit par les projets qu'on injecte dans l'écosystème? C'est ça. Tu vois, si ça a toujours été comme ça que j'ai voulu faire les choses. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est il n'y a pas longtemps, hein, c'est parce que je suis passé par une phase très sombre pendant 6 mois. Et donc, du coup, j'ai remis tout à plat. J'ai osé déconstruire. Et c'est difficile et ça fait peur parce que tout... moi, je vais avoir 50 ans cette année, quoi, tu vois. Donc, il y a un moment... ça fait depuis 29 ans que je combats, quoi, tu vois. Et le combattant, tu sais, c'est un peu le guerrier pacifique, quoi, tu vois. C'est un peu dans cette dynamique-là que moi, j'en ai marre d'être dans la confrontation. Ouais. J'ai juste envie de... La rébellion, pour moi, elle est essentielle parce que s'il n'y a pas de rebelle, eh ben, on a un monde qui est plat, en fait. Tu vois, toi, j'ai vu ton parcours pendant la politique et tout ça. Le rebelle s'est réveillé, quoi, tu vois. Clairement. Mais c'était obligatoire. Il faut des gens comme toi. Il faut des gens qui osent dire non, en fait. Tu vois, on parlait de Watson avec les baleines, mais bordel de merde, quoi. C'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui dise non. Après, il y a être contre quelque chose et offrir une autre opportunité. Tout à fait. Et là, maintenant, moi, et c'est une partie de la raison pour laquelle... Bon, le fait déjà qu'on se voit, c'est déjà juste pour ça que je dis oui, mais c'est aussi parce que je pense que maintenant, il faut que j'arrête d'être chez moi, de le dire à des clients, d'avoir des gens qui pleurent parce que je les touche sur leur transformation, ma femme qui me dit « David, mais putain... » Et qu'à un moment, il faut le dire, en fait. Il faut qu'il y ait des gens, toi, Kylian, enfin bref, tu vois, les gens de cet environnement-là, qui prennent conscience, en fait, qu'on est des acteurs majeurs dans le parcours d'apprentissage des gens. Et que donc, si nous, on arrive à amener cette prise de conscience, on change le monde. Ouais. C'est con, mais moi, c'est changer le monde en apprenant à la fois. Ça n'a jamais été que ça, en fait. Si tu prends... Puis toujours, j'ai fait que ça, en fait, tu vois. Donc, à un moment, c'est de me dire, OK, maintenant, je suis passé de l'autre côté. Je suis plus dans le système éducatif. Par contre, je veux le niquer, quoi, le système éducatif. Ouais. Et je peux pas le niquer de l'intérieur. Je peux pas. Ça ne marchera pas. Je n'y crois plus. C'est ma croyance. Donc, je suis très OK avec ça. S'il y a des gens qui y arrivent, tant mieux. Et c'est OK parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de gens qui vont aller titiller. Mais là, maintenant, moi, je trouve que dans notre industrie, on a une opportunité. Ouais. Et les leaders de ce marché, si on peut appeler ça des leaders, ils en ont rien à foutre, quoi. Tu vois ? Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens dans ce milieu. Il y a des gens fabuleux. J'ai des mentors qui m'ont vraiment... si je prends par exemple un gars comme Martin Latulippe, je peux le citer. En 2017, il m'a déchiré un contrat parce que j'avais pas mis le prix à ma juste valeur. Qui fait ça? Enfin, tu vois. Donc, on peut trouver. On a tous des zones d'ombre, mais le mec, il a fait ça. Plus d'autres choses, mais je vais pas en parler parce qu'il l'a jamais exprimé, donc je veux pas le faire parce que je pense qu'il veut pas. Mais voilà, il y a des gens bien. Mais par contre, on n'entend pas tous ces gens quand il y a des choses importantes à dire. Ouais. On n'a pas entendu les gens pendant le Covid. Je discutais avec une amie, je ne vais pas la citer, mais qui était dans ce milieu-là, qui cartonnait et qui a tout abandonné, quoi. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans un milieu, alors apprentissage, formation, marketing, on est dans le dev perso aussi souvent dans tout ça, oui. Mais qu'en fait, derrière les apparats, derrière le vocabulaire, derrière ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, en fait, il n'y a pas de prise de position. Comme toi, tu as eu une position qui est franche. Ouais. Et il y a des gens qui ne vont pas aimer.
Et tu as sûrement perdu des clients. Mais tu as gagné tellement pour toi, en fait. J'espère. Bien sûr. Moi, en fait, quand c'est arrivé, ce moment, donc c'est pendant dissolution de l'Assemblée et les législatives anticipées qu'on suivi, du coup, en fonction de quand les gens écoutent en 2024 en France, j'étais en plein lancement. J'avais complètement autre chose à faire, mais je ne pouvais pas faire autrement. C'est que pour être intègre avec qui je suis, ça ne faisait pas sens, surtout que dans notre manière d'enseigner, d'accompagner, on porte ce discours de dire il y a ton entreprise, il y a ton business et on veut le faire fleurir, certes, mais il fait partie d'un écosystème plus large. Il y a une interaction entre le monde qui t'entoure et ta boîte et comme toi tu dis super bien, on influence l'écosystème dont on fait partie et donc on doit en prendre soin de cette influence, sachant que c'est aussi vrai dans l'autre sens. Et donc quand il y a un shift politique aussi intense que celui qui se passe en France aujourd'hui, en fait, t'en fais partie, que tu le veuilles ou non. Et donc, je ne pouvais pas faire genre, non, mais ça concerne les autres. C'était impensable. Et donc, voilà, j'ai dit, il n'y aura pas de lancement, il y aura une quête politique. Et du coup, j'ai passé un mois à faire que ça. Et il y a eu les inconvénients qu'on suivi sur qualité du lancement, ma santé mentale aussi. Bien sûr, ça a un coût tout ça, hein. Ça c'est toujours un coût. Mais tu vois, c'est bien sûr que c'est complexe. Bien sûr que tu peux... tu vois, moi j'en connais qui se sont retranchés derrière les cercles de pouvoir. Donc, tu vois, tu ne peux faire bouger que ce qui est autour de toi, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est trop loin de toi. Donc, tu ne sais pas le faire bouger. Donc, en fait, tu dois pas t'en occuper, quoi. Oui. Mais en fait, c'est de la merde en boîte, mais totale, du dev perso retourné, quoi. Exactement. C'est n'importe quoi, en fait, tu vois. Et ça, moi, c'est des choses qui maintenant je me dis, il est temps qu'on en parle, en fait. Tu vois, il est temps qu'on le dise, il est temps qu'on exprime les choses. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme nous, mais qui n'osent peut-être pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette visibilité-là. Et donc, du coup, puisque les gens qui ont de la visibilité se concentrent plus sur leur chiffre d'affaires et qui ne comprennent pas, en fait, allez, on va prendre un sujet hyper d'actualité. Je ne sais pas quand sort le podcast, mais Inoxtag, oui. Tu vois, avec sa vidéo. Il y a plein de choses à dire, tu vois. Moi, j'ai fait du montage vidéo, il y a plein de choses à dire. Mais il y a un truc qui est super intéressant. Là, j'ai écouté toutes les interviews de lui et de tous les gens qui sont dans son environnement. Et notamment, maintenant, il y a des vidéos qui sortent qui ont été enregistrées avant la sortie. Tu vois. Donc, on ne peut pas dire qu'ils savent, ils sont au courant de ce qui se passe là maintenant dans les réseaux sociaux par rapport à ce gamin. À ce gamin, pardon, mais il pourrait être mon fils. Il a 22 ans, oui, il pourrait être mon fils. Donc, mais c'est hallucinant, en fait, ce qui se passe. T'as un garçon qui prend conscience de plein de choses, qui est dans une génération où, et je le vois bien, moi, mon fils, il a 14 ans, il est là-dedans, tu vois, lui, il veut devenir monteur professionnel. Ok, tu fais ce que tu veux de ta vie, tant que tu la kiffes et que tu fais bien les choses. Enfin, tu le fais dans l'excellence de bien faire les choses. Mais on se retrouve avec des personnes qui donnent un avis, et dans l'industrie, tu vois des vidéos qui sortent comme ça, et qui prennent le sujet Inoxtag. Ils n'en avaient rien à caler de l'Everest avant. Ah oui. Ils ne savaient même pas où ça se trouvait sur une carte, tu vois. Mais tout le monde y va de son avis, de son truc et tout. Mais le gamin, il a entrepris quelque chose. Et le jugement qu'on y met derrière, en fait, c'est parce que on a créé ce système éducatif, en fait. On a créé ça. Moi, je me sens responsable de cette façon de faire. Donc, quand moi, je travaille avec une personne, je ne veux pas qu'on soit dans cette position-là de juger les gens. Il y a des gens qui jugent et je leur envoie. Je dis, vous avez vu regarder le reportage ? Ah non, ça ne m'intéresse pas. Mais ta gueule alors. Enfin, tu vois, ta gueule alors. Tu vois, c'est quoi le délire en fait ? Il y en a un qui dit, qui juge le montage, il n'est pas monteur. Enfin, mais, tu vois ? Alors moi, j'ai écouté un vrai monteur professionnel du documentaire, tu vois. Un gars qui est brillant sur YouTube. Et là, tu as une analyse qui est intéressante, tu vois. Bah oui. Et voilà, moi, ma mission maintenant, c'est d'essayer d'amener tous ces experts, et j'aime pas le mot expert, mais j'ai pas trouvé le bon mot, d'accord ? Parce que quand on est expert, on pourrait ne plus apprendre. Et ça, c'est le début du déclin. Oui. Tu vois, c'était le créateur du judo qui a exprimé ça. Il a voulu être enterré avec sa ceinture blanche, alors qu'il avait la plus haute dan. Et l'idée, c'était... pourquoi il a fait ça ? Parce que...
parce qu'il voulait être considéré comme un apprenant. Ouais, toujours. Et pas celui qui sait. Parce que le sachant, il sait rien en fait. Et moi, je pense que notre industrie, elle doit comprendre ça. Ouais. Tu vois, même quelqu'un qui fait de la consultance, toi, tu as des freelances dans plein de domaines, même quelqu'un qui fait de la consultance, s'il amène cette part d'honnêteté dans ce qu'il est capable, tu vois, par exemple, dans une stratégie, de dire, OK, on va prendre cette stratégie-là, mais je pense que c'est la bonne, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est la bonne, je ne suis pas sûr. Parce qu'on ne peut jamais savoir. Parce qu'on ne sait pas savoir. Mais à partir du moment où tu crées cette dynamique-là, tu vois, je pense que plus il va y avoir de gens qui vont être dans cette relation d'apprenant, plus je pense le monde va aller mieux. Ouais. Là, pour le moment, je ne pense pas que ça fonctionne parce que si ça fonctionnait, il y aurait moins de cons sur Terre. Je pense que pour le moment, il y en a quand même beaucoup. Mais en tout cas, moi, c'est ma volonté. Tu vois, c'est d'amener cette science-là, qui n'est pas vraiment une science, mais d'amener cette compréhension plus fine de comment on apprend, comment on peut transmettre et comment on peut se comporter en fait dans cet environnement-là. Ouais. Qu'on soit formateur, entrepreneur, freelance, solopreneur, quel que soit le métier dans lequel tu es, pour moi, ça passera par une prise de conscience de comment on doit apprendre les uns des autres et comment on doit vivre ensemble. Alors après, je deviens un peu... Ça part en couille, le truc, mais c'est comme ça que moi, je vois le système, en fait. Ouais. Tu vois. Ben, ce que je trouve super intéressant là-dedans, et on peut peut-être creuser ça, c'est on touche du doigt là que s'il y a des choses qui ne vont pas, on a une forme de responsabilité envers les faire évoluer. Et pour moi, pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y a des gens qui sont dans la même posture que nous, c'est-à-dire je transmets des choses, je vends des choses avec des promesses qui sont affichées sur une page de vente, nanani. Il y a des gens qui sont dans la posture acheteur, mais si on prend la responsabilité pour nous, ou pour les gens comme nous, à ton avis, c'est quoi le premier step que les gens peuvent prendre ? Tu m'as parlé de opt-out, arrêter avec les promesses nous on juge irréalistes. Peut-être les gens y croient quand ils ou elles les écrivent sur leur page de vente, mais remettre du doute et de l'honnêteté là-dedans, de dire bah ouais, en fait j'ai une méthodologie, on va apprendre la méthodologie, voilà ce qu'on peut espérer comme fenêtre de résultat, mais il n'y a pas de garantie, il n'y a jamais de garantie parce que c'est un être humain différent avec un contexte différent qui arrive à chaque fois. Comment je peux, si tu me parles directement à moi ou à quelqu'un qui est dans mon cas, me saisir davantage de cette responsabilité dans mes actions. Je vais revenir à mes compétences de pédagogue et d'andragogue, d'accord ? Moi, quand je crée une séquence, quand je crée un apprentissage, je crée ces fameux objectifs. On connaît l'objectif SMART. Oui. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas les faire, avec ChatGPT, c'est juste phénoménal. Donc, il faut les utiliser. Mais c'est quoi l'objectif, en fait, de l'objectif SMART ? Et au début d'un objectif, il y a un verbe d'action. D'accord ? Alors, nous, en pédagogie, je vais faire court, mais on utilise la taxonomie de Bloom. D'accord ? C'est un vieux document. Il a été revisité, mais c'est un document qui te fait... qui te montre des verbes d'action avec 6 niveaux, en fait. Tu vois, par exemple, décrypter la lecture. Là, tu vois, il y a un texte en anglais. Je pourrais le lire. Je pourrais le décrypter. D'accord ? Donc, je pourrais le lire. Mais en fait, lire, c'est décrypter et comprendre. D'accord ? C'est pas la même chose, décrypter et lire. Tu vois ? Là, je lis un texte, mais en fait, je décrypte des lettres avec des sons. Mais si je parle pas anglais, je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas de la lecture. Donc, l'idée aussi, c'est d'être très au clair sur l'objectif. Donc, je dirais sur une page de vente, c'est votre promesse, mais elle ne peut pas être plus forte. Alors après, les marketeurs vont crier au loup, mais elle ne devrait pas être plus forte que ce que vous pouvez transmettre dans votre contenu. Puisque au bout du processus, ils ont appris quelque chose. Quand moi, je fais un objectif d'une séquence, mon objectif, c'est... Je l'écris pour qu'à la fin de ma séquence, donc imaginons ma vidéo dure 15 minutes. Tu vois, j'ai 15 minutes de contenu. J'ai considéré qu'il y a 2h30 d'exercice. Mon objectif, c'est ce que la personne est capable de faire en cette période. À la fin de ça. Ouais. Pas plus loin. Oui. Je ne peux pas faire plus. Tu vois, j'ai une obligation de moyens, pas de résultat. Donc, je peux donner un moyen et donner tout le contenu. Après, ça dépend. Donc, première chose, je trouve que la promesse, elle doit correspondre à ce que le programme peut réellement donner.
Je vais te couper à cet endroit-là pour dire, genre, je vais jouer avocat du diable. Si moi, je réduis le fantasticomètre de ma promesse pour qu'elle soit plus réaliste, plus honnête par rapport à ce qu'on peut attendre à la fin d'une séquence de formation, comment je fais pour me battre contre les ploucs qui vont pas le faire? Exact. Il y a un truc de genre, si je joue leur jeu et que je leur pique des clients, entre guillemets, en jouant leur jeu et que je ramène les gens dans le vrai monde grâce à ça, tu vois, genre Robin des Bois. C'est le débat que j'ai eu plein de fois, en fait. Tu vois, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu peux aller les chercher là où les autres sont et les ramener vers toi. » Ok. Moi, j'ai pas encore de réponse à ça. D'accord ? Je teste des choses. Il y a une chose que je sais aussi, c'est, tu sais, quand ce truc est fait pour vous, ce truc n'est pas fait pour vous. Tu vois ? Moi, je déteste ce truc. Tu vois ? Par contre, je peux dire, si vous suivez mon programme, à la fin de le programme, vous serez capable de faire ça. Mais si vous poursuivez ce que vous avez appris dans ce programme, dans 6 mois, vous serez capable de faire ça. Donc, en fait, cette fameuse promesse du départ, elle existe, en fait, dans le 6 mois plus tard ou 12 mois plus tard. Mais je mens pas, là. C'est la réalité. Tu mets ce que je te mets en action. Je l'ai vécu, je l'ai fait avec des clients et tout, donc je connais le parcours. Si tu le mets en place, à la fin de mon programme, tu seras capable de faire telle et telle chose. Mais si tu poursuis le travail, tu vas l'atteindre. Ouais, juste tu recontextualises dans la temporalité réaliste la promesse. Exactement. Plutôt que de dire, on raccourcit le temps. Tu auras temps. moins de personnes au départ. Tu auras moins de clients, mais tu auras plus de clients apprenants. Tu vois, tu auras plus de gens qui seront... Tu auras plus de réussite, en fait. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans des programmes où il y avait des rentrées par 600 étudiants en infoprenariat. Wow. Des gros systèmes, tu vois. Là, on a une plateforme qu'on gère, il y a 6000 étudiants, je crois. Tu vois. Donc, c'est des gros systèmes. Mais le taux de réussite de ce truc, il est minime. Il est de moins de, allez, je vais dire 10%, mais c'est pas tout à fait vrai, tu vois. Il est même encore moins. Les MOOC, tu vois, les fameux massifs open course universitaires, c'est moins de 3%. Donc, la majorité des formations, c'est moins de 10% de gens qui arrivent au bout. Pourquoi ? Parce qu'on met une promesse qui est tellement forte qu'on veut à tout prix donner tout le matériel nécessaire pour y arriver, à force que les gens s'y perdent, et donc n'y arrivent pas. Tu vois, je te parlais du bundle. Ouais. Un programme est intéressant. 117 d'affilée, tu as détruit le programme intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut amener, c'est des étapes. Les gens, ils viennent chez toi parce qu'il y a des étapes. Alors après, c'est pas tout à fait la faute non plus c'est aussi un problème de système. C'est que vous, en France, par exemple, vous avez une obligation avec alors plutôt le côté un peu plus pro, Calliope et tout ça, de donner, par exemple, le nombre d'heures de cours. Tu vois ? Et moi, j'ai eu ma femme qui fait la numérologie karmique tibétaine, tu vois, et on reçoit un email d'une personne qui dit « Oui, mais comment ça se fait ? J'ai été voir une formation, il y a 3 heures de cours, vous, il n'y a qu'1 heure 30. » Bon, déjà, il ne fallait pas que ça tombe sur moi, ce mail-là, tu vois. Donc, il a fallu 72 heures avant que je lui réponde, parce que sinon, je la détruisais, on perdait une cliente. Mais en même temps, je me suis dit « Mais où on va, en fait ?» Tu vois, moi, j'ai dans le programme collectif, j'ai une vidéo, elle fait 12 minutes. Il y a 3 semaines de boulot. Tu vois, donc l'idée, c'est vraiment de clarifier en fait tout ça. Et quand on met du contenu et que du coup... Mais parce qu'on met une grosse promesse, on s'embarque dans un truc où les 3/4 du temps, moi je vois des programmes, je dis mais pourquoi il y a ce contenu-là en fait ? Il est là pourquoi ? Tu vois ? Il y a une certaine Margot Tatata qui est sur le web, qui fait un carton avec les femmes, d'accord ? On sait de qui tu parles. Voilà. Moi je sais. Voilà, toi tu sais. Elle aime bien montrer tout ce qu'elle fait. J'ai mal au crâne, j'ai plus mal au crâne, parce que voilà, elle aime bien tout ça. Mais c'est la génération, ok. Moi, je suis pas là-dedans. J'ai pas de jugement, mais ça m'embête un peu, d'accord ? On pourrait parler écologie, des réseaux sociaux, il y a beaucoup à dire. Mais toujours est-il qu'à un moment, elle montre ce qu'elle fait comme cours, tu vois, et elle fait souvent ça, elle passe avec l'autre. Qu'est-ce que je fais, moi ? J'enregistre la vidéo et je passe tout au ralenti. Et je fais des captures d'écran et je regarde ce qu'elle écrit. En fait, je vois son cours. Et donc là, je vois qu'on est de nouveau dans un cours de marketing. Alors certes, de qualité, j'ai pas à juger, mais c'est rempli de contenu, tu vois. Et donc, je renvoie un message. Et je dis, tiens, est-ce que tu es sûr, en fait, que c'est nécessaire tout ça, en fait, par rapport à l'endroit historique des adultes, où sont les gens qui arrivent dans ton programme. Mais en fait, là, on arrive à une limite.
j'ai pas eu de réponse. J'ai eu une demande de prix, mais j'ai pas eu de réponse. Tu vois pourquoi? Parce qu'on arrive à une limite. Ouais. Et une limite que je conçois, et j'ai pas de jugement, c'est vraiment que tu ne peux pas dire que tu fais 1,5 million de chiffre d'affaires par semaine, faire rentrer 600, 700 étudiants, je sais pas combien, des centaines d'étudiants, et même en mettant des coachs, dire que ça va fonctionner, ça n'est pas possible en fait. Tu vois, mécaniquement, ça n'est pas possible. Ce qui est trop intéressant là, c'est que j'ai l'impression que, et c'est quelque chose qui ressort souvent parce que je sais que tu es assez critique de l'écosystème dont on fait partie tous les deux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant comme formation, accompagnement, etc., qui en fait sont absolument pas optimisées pour le taux de réussite, comme tu dis, mais qui sont optimisées pour l'extraction de la valeur financière au service de la boîte qui forme. Et moi, ce que j'ai l'impression de percevoir dans ce que tu dis, c'est que si je vends un truc avec une promesse très forte, que je blinde avec énormément de contenu, ça me permet de me justifier en cas de non-réussite, c'est ça, sur le fait que la personne, elle n'a pas encaissé l'immensité du travail qui est demandé. C'est ça. Et donc, c'est une manière pour moi de me dédouaner de ma responsabilité de formateur en disant « bah, t'as pas fait le taf ». Mais en même temps, si le taf, c'est des centaines d'heures de vidéos, des exercices dans tous les sens, et qu'en fait, c'est beaucoup trop par rapport à ce qui est réaliste dans la structuration d'un savoir quand on forme. C'est tout à fait ça. Tu te retrouves dans un système où toi-même t'es piégé en fait. Ouais. T'es piégé parce que tu fais un contenu de fou. Moi j'ai eu un jour, j'ai un contrat dans l'infoprenariat. J'ai arrêté depuis parce qu'il y avait une personne dans le système qui était complètement hors de mes valeurs. Mais le temps que je le comprenne, voilà, j'ai bossé et j'ai pris beaucoup de plaisir avec son partenaire premier. La première chose que j'ai fait, c'est il m'a dit je veux bosser avec toi parce qu'on s'était vu dans un mastermind et il avait aimé l'approche. Et donc, la première chose que j'ai fait, je dis, OK, on va virer tout ce qui sert à rien. Et là, la première chose que j'ai fait, c'est tous les webinaires de 2 heures, là, 2h30, qu'ils faisaient en partenaire l'un avec l'autre, j'ai tout viré. Il m'a dit, t'es fou, c'est de la valeur, il y a du super contenu. Je dis, OK. Je vais dans Vimeo, tu vois, je regarde les statistiques de la vidéo. C'est pas compliqué, hein. Il y a 250 étudiants les 5 premières minutes, il y en a 180, et après 20 minutes, il y en a 14. Et le truc, il dure 2h30. Pourquoi? Parce que dans la 2h30, il y a plein de trucs qui ne sont pas de l'apprentissage, tu vois, ou des réponses, ou du jeu, bref. Ouais. Et donc, du coup, en fait, la première chose que j'ai fait, c'est enlever. Qu'est-ce qui est utile, en fait, vraiment pour la personne? Et en andragogie, c'est un point qui est important. Parce que j'ai parlé de la motivation, j'ai parlé du parcours, mais il y a aussi le fait qu'un apprenant adulte, il est là dans l'action, en fait. Tu vois, il n'est pas là pour... Alors certains, oui, moi par exemple, j'adore apprendre la théorie, tu vois, j'aime bien comprendre les choses, mais on n'est pas tous fabriqués comme ça. Ouais. Et les gens qui viennent dans un programme de business ou d'apprentissage, je sais pas moi, de la planche à voile ou n'importe quoi, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir l'historique de comment s'est construit une planche à voile. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est apprendre à faire de la planche à voile. Donc chez les adultes, on doit être dans du concret, dans du rapide. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'inverse le processus. C'est que j'amène la praticité et puis après, je leur donne la théorie. Oui. Ou je le mets en savoir plus. Les gens qui veulent aller plus loin. Vous voulez découvrir, allez plus loin. Tu vois ? Par exemple, j'ai fait des formations pour des entreprises en intelligence artificielle générative parce que je suis passionné par ça depuis très très longtemps. Je veux dire, il y a 15 ans de ça, on a essayé de faire un truc à l'État avec des bases de données relationnelles et tout. Enfin, on avait un truc qui ressemblait à une IA. Donc quand j'ai vu ça, je fais « What the fuck ça ?» Ça ressemble à ça. Bon, on n'avait pas le niveau, mais on a quand même essayé au niveau de l'État. Donc ça fait très très longtemps que je suis passionné par ça. Eh bien, les gens sont toujours complètement étonnés par les ateliers. Parce qu'ils disent « Ah, mais c'est pas comme d'habitude. » Ben oui, mais en fait, moi, mon objectif, c'est pas de montrer que je suis un puits de science. Moi, mon objectif, c'est que toi, tu utilises ChatGPT, si on veut prendre un exemple. Tu t'en sors. Donc après, si tu veux comprendre, parce qu'en comprenant, tu vas aller plus loin et tu vas mieux prompter en comprenant la machine. Tu vois, c'est comme un pilote de Formule 1. Un bon pilote de Formule 1 n'est pas juste le pilote, c'est aussi celui qui est capable de donner les informations techniques aux ingénieurs. Oui. Donc, il va devoir comprendre le vocabulaire de l'ingénieur, l'ingénierie de la voiture. Et là, tu as un bon pilote, tu vois. C'est dans tous les domaines, ça marche comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans ton contenu l'essence, quoi.
C'est vraiment ce qui est important. Et tout ce qui est annexe, bah, ça reste en annexe, tu vois, et c'est au service. Et nous, dans notre industrie, en fait, piégés par cette... mais c'est un mauvais jeu, tu vois, par le plus de contenu, plus de formation. Tout le monde a l'impression qu'il faut faire ça. Il faut faire plus. En plus, on le disait avec ma femme, ça devient dingue, le gratuit. On est en train de se tuer avec ce gratuit. Il y a des gens qui font des dingueries, quoi, tu vois. Nous, on a des gens qui... Kathleen, elle est dans la spiritualité. Donc, alors là, je peux te dire que tu as des sacrés cocos et cocottes. Hein, il y en a quelques-uns qui... ils sont plus calés, quoi. Ils sont perchés de la montagne, de chez perchés de la montagne. Et qui engueulaient Kathleen parce qu'elle faisait payer ses séances, quoi. Ouais. Et tu dis, mais attends... Oui, mais tu as un don. Déjà, en quoi c'est un don ? D'abord, premièrement. Puis mon don me permet et puis, pas de voilà, c'est ça, quoi. On vit comment, en fait je fais comment, moi, pour mes enfants à l'école Et en fait, tu vois, on a créé ça. Les sommets en ligne, les contenus, systématiquement remettre de plus en plus de contenu. Moi, c'est pour ça que je ne m'y retrouve pas, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je fais très peu de contenu et je ne le fais pas bien, alors que je le fais très bien pour mes clients. Mais moi, je ne trouve pas mon équilibre dans tout ça. Ouais. J'arrive pas à comprendre. Ça a un vrai impact écologique, tu vois. En plus. Je t'envoie un message WhatsApp, tu le reçois pas en fait. Il part sur des serveurs, il traverse l'Atlantique, il va dans les serveurs de la CIA, on vérifie si j'ai pas dit un truc sur Trump et les autres, et il revient, quoi. Ça a un impact. Donc, faire des stories pour dire « Ah putain, j'ai mal au crâne. Ah putain, j'ai bossé comme un fou. Ah putain, j'ai pris une Cédergine, j'ai plus mal au crâne. » Je peux pas, en fait, tu vois. Mais on a construit un modèle comme ça et on a éduqué les gens à ce modèle-là. Et là, maintenant, on le paye cher parce que c'est une industrie qui est en difficulté. La formation, elle est hyper décriée. Moi, je fais quelque chose aussi que peut-être peu de gens font, c'est que... Alors, forcément, c'est une minorité, mais je regarde les commentaires des gens sur les pubs et tout. Ouais. Il y a toujours eu des haters, il y a toujours des gens qui comprennent rien. C'est sûr, tu vois. Moi, il y a aussi des déçus, et il y a des gens qui ont fait confiance et qui ont été trahis. Qui ont une vraie histoire derrière, quoi. Et c'est vrai que quand tu es là tout le temps avec business coach, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça. S'il vous plaît, quoi. Je t'y retrouve plus. Et alors, moi, j'en ai vu un là récemment, c'est ne fais pas de site web, fais pas de site, fais ça. On a trouvé la nouvelle technique. Et puis, je lui envoie un message avec le lien de son site web. Ouais. Congruence, pas congruence, tu vois. Voilà, et... Je pense que Alors, je pense qu'il faudra toujours des rebelles dans un système et il faudra toujours des gens qui osent dire les choses. Ouais. Ça leur coûtera de l'énergie. Ça leur coûtera de ne pas être dans la réussite dubaïesque. Mais ça leur coûtera pas leur valeur morale. Et leur morale, quoi. Tu vois. Et moi, c'est là où je me positionne et j'essaie de prendre tout ce qui est pédagogie et andragogie pour venir utiliser ces connaissances qui sont absolument jamais utilisées dans un autre cadre. Ouais. Tu vois, il y a aussi ça, c'est que j'aime beaucoup, tu la connais, je pense à Beboost. Oui, Aline. Aline, ouais, pardon. Aline, par exemple, je sais qu'elle a fait appel à un ingénieur pédagogique pour faire ses contenus. Et là, elle disait, voilà, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, pas avec l'ingénieur, mais que j'avais besoin d'aller plus loin et donc j'avais besoin d'engager des coachs. Et donc, du coup, ça a fait plonger une partie de mon chiffre d'affaires, tu vois. Mais c'est intéressant, en fait, parce que tu te rends compte que quand tu passes de l'infoprenariat à la formation... C'est un monde différent. C'est un autre monde, en fait. Ouais. Mais par contre, les deux sont hyper intéressants. Moi, dans le milieu de l'infoprenariat, j'ai découvert cette capacité à rayonner, cette capacité à persuader, cette capacité à créer du marketing, à se vendre, à créer une marque, tu vois, et ça m'a passionné. Et du côté de la formation professionnelle, j'ai aussi découvert plein de choses, la rigueur, la compréhension d'un modèle, comprendre un humain, tu vois. La et en fait, dimension psychologique. Voilà, et ça, quand on arrivera à mélanger les deux, et c'est la mission que je me suis donnée là pour les quelques années que je vais encore continuer à bosser, j'espère le moins possible, je vais être honnête, mais c'est vraiment d'essayer de ramener en fait les deux. Pas de dire, parce que moi je suis dans les deux mondes, donc quand je parle d'infopreneurs avec des gars qui sont à l'UNIF, qui sont ingénieurs pédagogiques ou qui, tu vois, j'aime autant te dire que ça n'a pas une bonne presse, quoi. C'est clair. Mais dans l'autre sens aussi, tu vois, parce que c'est vrai que je discutais avec un gars très, très juste
dans son propos qui disait que lui, en fait, il était un peu envieux en fait, des infopreneurs. Parce que les infopreneurs ils peuvent faire n'importe quoi. Il n'y a pas de règle. Oui. Tandis que lui, il est codifié, en fait, par un système. Et quand tu vois les comptes de formation ici professionnels, j'ai eu le malheur de devoir faire certifier un système à la Calliope et de retourner dans mon... Parce qu'évidemment, ça, c'est un truc qu'on faisait beaucoup avant à l'État. Ouais. J'ai vu le système. Bon, je suis tombé sur quelqu'un qui contrôlait, qui était plutôt intelligente. Mais malgré tout, ça t'enferme. Bah oui. Ça t'enferme parce que... C'est une raison pour laquelle moi, je ne suis pas encore allé jusqu'à ces trucs-là. C'est que j'ai des convictions d'accompagnement, notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les adultes. Les gens arrivent dans nos accompagnements avec une vie qui est déjà blindée, qui est très différente de la vie de son voisin qui rentre dans le même programme. Qui suis-je pour leur dire « je vous impose une méthodologie où c'est tels horaires et pas tel autre, où on va traquer le nombre d'heures que vous passez dedans, et que c'est ça qui est notre mesure de votre pertinence d'apprentissage ». Ça n'a pas de sens pour moi. Pardon, ça n'a pas de sens. Je te prends un truc. J'avais dit que j'allais te montrer. Je te prends un cahier, d'accord ? David m'a teasé ce cahier avant l'épisode et il m'a dit il n'a jamais été révélé en public. Voilà, c'est le cahier de mon papa, ok, qui a fait 3 fois sa CM2, ok, parce qu'il n'y avait pas d'école après, parce que lui, il vient du monde agricole. Okay. Donc, il vient vraiment, moi, je viens vraiment du côté de mon papa, c'est l'agriculture pure, quoi. Regarde, l'écriture et la façon dont les cours étaient donnés, tu vois, 1964. Wow. Tu vois, l'état du cahier. La façon dont c'est écrit. Moi... Je montre à l'écran. Ouais. Mais tout ça pour dire que mon père, qui a vécu ce système éducatif-là, il a son histoire. Si moi, je veux arriver à lui faire bouger des lignes, alors maintenant, c'est plus possible, hein, soyons clairs, mais si je voulais lui faire bouger des lignes, je devrais prendre conscience de toute cette histoire. Tu vois ? Et si tu oublies ça, tu le jettes, et tu te dis maintenant, c'est comme ça qu'il faut dire les choses, parce que c'est ma croyance, parce que vous devez m'écouter, parce que je suis votre sauveur, c'est de la merde, en fait. Ouais. Et donc, moi, je garde toujours précieusement ce cahier, tu vois. C'est vraiment... J'en ai 4. J'ai récupéré. Parce que c'est l'histoire, en fait, de chaque génération, de chaque façon d'apprendre. Mon fils, en 3 heures, il a fait des trucs sur DaVinci Resolve en montage, à 13 ans, en regardant des vidéos TikTok, tu vois. Et je dis, mais what the fuck, comment tu fais ça ? Il dit, bah papa, et il était au clavier avec des raccourcis clavier. Bon, après je pense qu'il a un petit don de tout ça. Ouais. Mais quand même, quoi, il était là. Mais tu vois la différence, c'est clair, elle est incroyable de cette génération qui apprend sur Et donc, Internet. il faut l'accepter, tu vois. Il faut l'accepter, il faut qu'on s'adapte. Et donc, nos modèles changent, nos systèmes changent, et il faut accepter de faire bouger les lignes. Donc, je pense que maintenant, on est arrivé à l'après-Covid, un milieu où l'infoprenariat, quoi qu'en disent ceux qui essayent encore de tirer au maximum le plus de pognon possible qu'ils peuvent avec ce qui se faisait déjà avant, mais on est arrivé à une période, tu disais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en réflexion, en repositionnement, mais on est arrivé à ça en fait. Ouais. On est arrivé à un moment où on doit arriver à se dire dans notre industrie, attention, warning, on a été trop loin dans certaines choses, on n'a pas été assez loin dans d'autres. Il faudrait oser se remettre. Tu sais, moi j'ai réharmoniser les choses. Moi j'ai fait des masterminds. On n'a jamais eu ces discussions-là. Les seules discussions qu'on avait, c'était en gros comment faire plus d'argent ou comment mieux déléguer. Ouais. Tu vois, c'est toujours ça que j'entends. Tu vois, dans les masterminds. Et j'en ai fait beaucoup. À part celui qu'on a fait ensemble, où on s'est rencontrés avec Alex, mais où il y avait un truc un peu différent. Ouais. Bah la première soirée du mastermind, c'était comment on mesure la résilience d'une entreprise. Voilà, c'est ça. Et donc, déjà là, tu poses un cadre différent. Là, c'était parce différent. que tu n'es pas en train de parler de qui fait le plus d'argent dans la salle. Mais tu vois, dans la salle, il y avait des gars là qui étaient en total dissonance. Enfin, bah oui. Il n'y avait rien de congruent entre ce que Alex amenait et ces gens-là, quoi. Tu vois. Et moi, comme par hasard, je dis putain, si je tombe à côté de lui, je vais avoir. Et je suis tombé à côté. Après, j'ai pris le temps de discuter. C'est parce qu'en fait, c'est leur modèle. Bah oui. C'est ce qu'ils ont appris. Tu vois, j'ai pas cette prétention-là parce que voilà, je veux pas être considéré dans cette position-là, mais malgré tout, j'ai envie de leur dire, les gars, ouvrez un peu les yeux, quoi. Tu vois,
quand tu entends arrête de faire ci, arrête de faire ça, réfléchis, quoi. Au lieu d'écouter ce que notre Américain a sorti, Bronson, et au lieu d'aller chercher cette information-là, regarde, toi, dans ton environnement, ce que tu pourrais faire à ta sauce, au minimum, tu vois. Ouais. J'entends des gens qui me disent « Ouais, mais lui, c'est une référence. » Et puis, j'ai eu la chance, des fois, tu vois, je reçois les codes d'accès et je vois les contenus. Je fais « Ok, mais tu as juste traduit, en fait. T'as traduit le truc, quoi, en fait. » C'est ça. Donc, elle est où ta touche? Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais soyons clairs, en fait, c'est la version traduite de Bronson, tunnel de vente, quoi. Enfin, tu vois. Apporte ton propre... C'est quoi ta vision par rapport à un marché, par rapport à la France, par rapport à un environnement? Comment est-ce que les gens que tu côtoies apprennent et comment je peux faire évoluer le système, en fait? Et ne te concentre pas que sur le marketing. Le marketing, il doit être au service de quelque chose. Tu vois. Or, ici, sur le web, on voit que c'est le marketing qui a pris le pas sur tout le reste. Sur tout le reste. Et moi, ça m'insupporte, en fait. Parce que je crée ça, je vais appeler un service marketing pour m'aider à le vendre. Tu vois. Je vais quand même le créer. Je vais pas... alors, et il y a de l'amour dedans. Et il y a quelque chose, tu vois. Et ça, je pense, c'est marrant que tu prennes l'exemple après, celle-là, c'est peut-être Ikea, mais... Oui, mais tu prends l'exemple de la tasse, c'est... Genre, il y a la volonté artisanale, je la trouve hyper intéressante. C'est tu mets tout toi dans une création. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est trop peu présent dans notre écosystème. C'est comment j'infuse, comme tu dis, mon être, mon histoire personnelle, l'art. On parlait tout à l'heure de l'entrepreneuriat et l'art, de l'art dans l'enseignement, de l'art dans sa formation. C'est de l'artisanat, tu vois, et l'artisanat au sens noble du terme. Ouais. Moi, mes parents, c'est des menuisiers, tu vois. Ils avaient une boîte avec 25 employés, enfin bref, c'était un gros truc, 3000 mètres carrés de trucs. Ils travaillaient qu'avec les plus grandes fortunes belges et certaines françaises. Vraiment des grandes richesses, tu vois. Donc, ils avaient accès à des contrats où les gens voulaient des choses extrêmement nobles, tu vois. Donc, par exemple, de la sculpture sur bois, des choses comme ça. Et quand moi, j'étais petit, donc je passais tout le temps dans la menuiserie, et il y avait un gars, un Français, un compagnon du devoir, qui sont vraiment les artisans pour nous, et qui, même en Belgique, c'est pour nous une référence en termes d'artisanat, et qui sculptait le bois, tu vois. Et quand lui est parti à la pension, la machine n'a plus jamais été utilisée. Et là, moi, ça a fait un effet en me disant, mais il est où ce savoir-faire, quoi, en fait, tu vois. Il n'est pas transmis. Et en fait, c'est ça que moi, j'ai envie d'aller chercher. Enfin, c'est pas que j'en ai marre, parce qu'alors, je vais faire un peu le vieux réac. Le vieux réac. mais moi, mes clients c'est un dentiste, tu vois, qui a digitalisé son entreprise. C'est une championne du monde de saut en parachute qui veut transmettre ce qu'elle a appris la tête en bas avec 200 femmes dans un record du monde à des entreprises. Tu vois, ça me plaît. Tu vois, ça me... Waouh! Pas Jean-Michel qui a regardé les vidéos de Russell Brunson. Voilà, c'est ça, tu vois, où je te montre ma richesse. Ma richesse vient du fait que tu as dépensé une formation pour apprendre à avoir ma propre richesse, qui est en fait une espèce de cycle de trucs de fou, où en fait, on te montre de l'argent, toi, tu vas acheter le programme parce que tu veux l'argent. Parce que tu veux cet argent, mais cet argent sert à te montrer l'argent. Enfin, tu vois, on est dans un truc qui va à l'envers, quoi, tu vois. C'est pas ça pour moi. Enfin, c'est pas ma mission, moi. C'est pas ces gens-là que je vais aller chercher, quoi. Clairement pas. Pour finir, j'ai une dernière question que j'ai très envie de te poser avant de rentrer dans le petit rituel de fin du podcast, mais c'est avec tout ce qu'on s'est dit, je pense que les gens qui nous écoutent se disent, mais comment je fais le tri ? Si on devait leur donner une sorte de petit manuel d'autodéfense, avec le peu de temps qui nous reste malheureusement, parce qu'on pourrait parler de 2 heures de ce manuel d'autodéfense, quelqu'un qui entreprend, qui a des problématiques, qui a besoin de comprendre des trucs pour développer son entreprise et qui veut le faire bien et qui cherche des infos, c'est hyper dur quand tu te mets à chercher des infos, tu tombes sur tout et n'importe quoi, tu sais plus à qui faire confiance, tu as des promesses dans tous les sens. Ce serait quoi pour toi le guide d'autodéfense ? Comment je fais pour trouver les bonnes choses, faire le tri et choisir en conscience des choses qui vont vraiment m'aider, avec des personnes qui vont vraiment me soutenir, VS la promesse miraculeuse qui est balancée juste parce que j'ai envie d'extraire l'argent. Alors, la boîte, elle s'appelle le Chaman Digital.
D'accord ? Donc, on a quand même une certaine attirance vers quelque chose de plus connecté. Donc, je vais aller un peu dans cette direction-là. Très bien. Ma femme, justement, va avoir une interview avec des chamans où ils vont parler de l'intuition. Tu vois ? Et donc, il y a des questions sur l'intuition, d'où elle vient, comment elle se place. Je pense qu'il y a une chose qui est profonde quand tu es bien aligné avec toi-même, tu sais en fait ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin de douter, tu sais ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est cet alignement. Et je pense que la première chose à faire pour bien choisir la direction, parce que prendre une formation du tunnel de vente, ça peut être une bonne direction. Oui. Tu vois, ça dépend de qui l'enseigne. Voilà, et tout, c'est ça. C'est pas le souci technique. La question, c'est est-ce que c'est ça que j'ai besoin, si j'ai bien compris. Tu vois, est-ce que c'est avec cette personne-là? Oui, voilà. Et moi, je me connecte à mon intuition à 100%. Donc, en fait, vraiment, je prends le temps d'écouter la personne. Je prends le temps d'écouter tout ce que je peux trouver sur cette personne. Et je ne me fie certainement pas aux témoignages. Parce que les témoignages, c'est ceux qu'on a voulu mettre. Et c'est ceux qu'on a voulu mettre, voire même ceux qu'on a commandés à des gens. En leur disant, voilà. En disant même les gens ne le savent pas forcément. Voilà, mais avec des scénarios de témoignages où tu dois écrire ton témoignage et où on filtre les témoignages qui correspondent au sujet qu'on veut traiter. Donc, ça aussi, c'est, tu vois, la preuve sociale sur une page de vente, il y a beaucoup de choses à dire, quoi, tu vois. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, à la rigueur, à part Antoine BM, tu vois, avec son Trustpilot, quelque part au moins, mais encore, est-ce qu'on ne peut pas aussi, tu vois, biaiser le truc? Mais déjà, il y a un peu plus de franchise. C'est déjà en dehors de sa zone de manipulation. Mais moi, je dirais d'abord, l'intuition. Ça, c'est clair. C'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai besoin, où j'ai besoin d'aller. Ensuite, aller travailler sur ses peurs. Quelles sont les peurs qu'on a? Tu vois, parce que souvent, en fait, moi, j'ai beaucoup de gens qui suivent des formations parce qu'ils pensent qu'ils doivent encore apprendre ça. Donc déjà, simplement, est-ce que vraiment tu dois l'apprendre, en fait? Oui, il y a un côté de « j'ai pas confiance en ma légitimité » et donc j'essaie de la combler avec une dépense sur une formation. Je fais une formation, tu sais, je vais faire une formation de coach, puis je vais faire une formation de ça, puis une formation de ça, puis une formation de ça. Donc déjà, avant même de choisir la personne, c'est est-ce que j'ai besoin d'apprendre cette partie-là, d'accord? Ensuite, c'est... en effet, je pense vraiment... moi, c'est je vais voir ce que la personne fait et je me connecte humainement. Alors, c'est très chamanou ce que je te dis, mais humainement, digitalement à la personne. Et souvent, je suis au bon endroit, en fait. Moi, j'ai pas eu... alors, si, j'ai vécu une fois un mauvais achat de formation où le mec, il m'a vraiment niqué, quoi. C'est-à-dire qu'il m'a pris sur les émotions, il m'a pris sur le ressenti. J'avais perdu un ami, c'était un entrepreneur, il s'est donné la mort. J'étais dans une situation, je me dis putain, il faut que je trouve une autre façon pour avancer. Et je suis allé sur cette personne avec une émotion qui n'était pas stabilisée. Ouais. Et donc ça a joué sur tes faiblesses. Et ça a joué sur mes faiblesses. Et donc, du coup, je suis parti sur le programme. Alors que si je m'écoutais bien, je savais que... Tu sais, un CV, quoi. Tu vois, quand t'as un infopreneur qui te vend réussir tes tunnels de vente et que tu vois qu'en fait, son business, c'est réussir des tunnels de vente. Ouais. On est avec quoi, là? Un business coach? On est avec quoi? Donc moi, ça... c'est quoi son passif? C'est quoi son histoire? Comment il en est venu à ce truc-là? D'où il tire son expérience? Moi, j'ai la chance d'avoir dans les gens autour de moi des personnes qui ont, par exemple, créé des startups, qui ont créé des trucs, tu vois. Là, j'ai un ami qui a revendu une plateforme au-dessus d'1 million d'euros, tu vois. Ces gens-là, ils sont pas sur le réseau. Oui. Tu vois. Ils sont pas là à faire des... Si tu regardes bien si tu regardes bien les entrepreneurs, alors il n'y a pas des vrais défauts, mais on s'entend, on se comprend, mais c'est pas ceux qui font le plus de bruit. Donc déjà, ça fait beaucoup de bruit. Réfléchis, tu vois, réfléchis bien. Parce que quand ça fait du bruit, c'est que, voilà, on a besoin de crier pour se faire entendre. Et donc moi, je me fie à ça, en fait. Tu vois, c'est instinctif parce qu'il n'y a pas d'autres visions. Alors, par exemple, si je suis hyper franc, par exemple, Antoine BM, je suis un consommateur de ces formations. J'en ai acheté 5 ou 6. D'un point de vue formation, j'ai toujours au moins appris un truc.
Et je sais que pour le prix que je paye, je vais apprendre un truc. Je ne m'attends pas à une transformation. Et c'est ça que... C'est OK, en fait. Oui. Tu vois, c'est OK. Une décision alignée en te disant, je mets ce prix parce que je sais que je vais attirer tel truc. Il n'y a pas une attente absolument... Non, tu sais, tu vas rentrer dans son truc, c'est une carte mentale, il va te lire sa carte mentale, il va te dire ce qu'il a vécu, il va te donner des liens et puis il va t'offrir la carte mentale. Et toutes ces formations, c'est ça. Et il y en a même une un jour, il a fait sa vidéo n'a pas fonctionné, mais l'audio a fonctionné, il a pas refait sa vidéo. Il a dit, je vous laisse l'audio. Donc là, mais il est aligné avec ça. Oui, voilà. Il n'y a pas de mensonge. Tu sais à quoi t'attendre. Voilà, donc moi, je ne vais pas aller dire à Antoine Bien, ouais, mais tu fais de la merde. C'est pas vrai. Déjà, personne ne fait vraiment de la merde. C'est pas ça que je veux dire, ça sera un jugement. Mais ces critères sont justes et tu sais que quand tu vas chez lui, tu sais que tu as ça. Voilà. Si tu veux aller chercher un gros programme, parce que pendant le Covid Friday, moi j'ai appelé ça comme ça, où tout le monde offrait ses formations, là, tu vois, moi, c'était le bonheur. Covid Friday, moi, j'ai tout pris. Oui, pour regarder. Pour analyser. Tu vois. Et là, je me dis, oh putain, il y a des gens qui payent 1000 balles pour ça. C'est chaud, quoi. Tu vois, 1000 balles, c'est chaud. Et puis, tu as toute cette vague du high ticket et tout ça. Tu vois, high ticket, c'est quoi, en fait? Vendre des trucs beaucoup plus chers que leur... c'est luxe, c'est l'équivalent du voilà, luxe. C'est faire croire que ça a une valeur alors que ça ne l'a pas. Mais en même temps, le vrai high ticket... c'est simplement de la consultance. Dans le vrai monde, c'est de la consultance. Tu vois, vendre un truc à ce prix-là, moi, des fois, ça me fait péter de rire, quoi, tu vois. J'entends des gens qui disent « Ouais, mais je fais du high ticket. » Et tu vends à 3000 balles un truc. Je fais « Ok. » C'est un devis dans une entreprise. Enfin, tu vois, c'est du show, quoi. Donc, quand tu sens que tu es là-dedans, quand tu commences à voir tout ça... Trop de paillettes, trop de show, trop de poudre aux yeux. Warning. On fait attention, on prend le temps de ralentir et on revient dans ressenti. Mais oui. Là, par exemple, tu vois, il y a 2 entrepreneurs qui se sont lancés dans un truc, là, ce mois de septembre-ci. J'ai la chance de connaître des personnes qui ont gravi autour de leur environnement. Ce qu'ils montrent est à l'opposé de ce qu'ils sont. Tu vois, alors pas à 100%, mais il y a tellement d'incongruences dans tout ça. Ouais. Et tu le sens, en fait. Tu le sens. Si tu regardes, tu le vois. Tu vois que ça... C'est un bon mot, ça, je trouve aussi, de dire chercher des personnes où vous sentez qu'il y a de la congruence. C'est-à-dire un alignement entre ce que je dis, ce que je montre, ce que je promets et le comportement de la personne, comment elle l'incarne. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Tu vois, Inoxtag, pour moi, je kiffe le personnage. Parce qu'il est aligné. Il est aligné, il a 22 ans, il a fait un truc, il est conscient, il est arrivé en haut de l'Everest, il s'est rendu compte que c'était pas... il le sait que c'était pas un truc, tu vois. Il a compris, mais il l'a compris en le faisant. Il a compris, et c'est ce qu'il partage. Et dans les interviews qu'il a données avant, tu entends vraiment cette congruence. C'est congruent, et c'est à son niveau de conscience. On est tous à un niveau de conscience. Et il se développe. Et on avance chacun à notre niveau de conscience. Donc, si tu veux te former avec quelqu'un, va chercher quelqu'un qui a minimum ton niveau de conscience. Sinon, il ne peut pas... Tu sais, à un moment, moi, je disais avec des gens, il y avait des gens avec qui j'ai travaillé au début, alors plus maintenant, mais qui voulaient aller travailler avec les grands groupes, tu vois, en coaching. Et ils n'avaient aucune connaissance du grand groupe. Donc, je lui posais la question, je dis, avant d'aller là, est-ce que tu n'as pas envie d'y aller étape par étape, en fait, de poncer le chemin? Mais il y avait une telle envie, tu sais, c'était de l'ego, là. Oui. C'était de l'ego. Et donc, je lui dis, c'est pas congruent, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La vie va te montrer que c'est pas congruent. Et quand la vie te montre, elle te montre. Et ça peut être un problème de santé, ça peut être un échec, ça peut être une faillite, ça peut être plein de trucs, mais la vie va te le montrer. Si tu n'es pas en alignement... Enfin, ça, c'est mes croyances. Ça, c'est vraiment là, pour le coup, c'est chaman digital à mort. Je me planque derrière le nom de ma boîte. Mais si tu n'es pas en congruence avec toi-même, ça te revient. C'est le truc que j'ai toujours appris de mon père, qui était un agriculteur. David, sème le bien. Sinon, tu sèmes la merde, tu récoltes de la merde. Sème le bien, tu récolteras du bien. Et il le dit vraiment en paysan, quoi, tu vois. Parce qu'il sait que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc moi, j'ai envie vraiment maintenant de trouver des gens, d'accompagner des gens qui sont dans cette dynamique, qui ont envie de semer des bonnes graines, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un terreau fertile, on a un environnement qui permet de le faire
malgré la crise, malgré plein de choses. On a la chance sur le web d'avoir un environnement qui nous permette de le faire. On est pour la première fois libre de pouvoir communiquer, tu vois. Et putain, c'est quand même génial, quoi. Je t'avoue, moi, quand j'entends les jeunes de 24-25 ans qui cartonnent là sur le web, j'ai envie de leur dire, les gars, profitez-en, quoi. Ouais. Parce que vous avez une chance. Mais alors, j'espère qu'un jour, ils comprendront qu'ils ont un devoir, tu vois. Mais ils ont une chance énorme. Tu vois, on est dans une ère où on peut... Moi, je suis passionné de radio, tu vois, vraiment. Une de mes premières formations que j'ai créées, c'était avec Énergie. On a créé une école de DJ. J'adore. Avec des DJ internationaux qui sont venus de partout. On était dans les locaux de la radio. On a fait un truc, c'était incroyable. Donc, je passais tout le temps dans les studios et tout. C'était le kiff, quoi. Tu vois, moi, c'était vraiment le kiff. Mais là, tu fais un podcast, tu fais de la radio, en fait. Ouais. Tu vois ? Donc... Les barrières à l'entrée se sont drastiquement abaissées. Et c'est un échange que j'ai eu par message interposé, par exemple, avec Jérémy Coleman. On aime, on n'aime pas, c'est pas le sujet. Et qui disait, lui, dans un de ses posts, que ça, c'était top parce que les barrières à l'entrée avaient été... Il y en a presque pas, quasi en fait. Plus, ouais. Quasi plus. Mais c'est aussi un problème. Oui. C'est un avantage, mais c'est aussi un problème. C'est-à-dire que les gens qui sont dans cette facilité de se lancer, tu vois, qui ne sont pas des gens qui ont... Parce que les experts, ils ont peur, parce qu'ils savent que... Il y a ces courbes de Dunning-Kruger, si on revient dessus. Il y a des gens qui ont des compétences de fou et qui se disent « qui suis-je pour ?» et qui achètent certaines formations en ligne en se disant « mais jamais j'oserais commercialiser ça ». Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette dissonance qui est assez folle de moins t'as de freins moraux, moins t'as de freins de jugement envers toi-même et vers tes compétences, plus tu vas avoir tendance à te lancer et faire du bruit et aller sur la dimension marketing et être visible, quoi. La dérive qu'il y a eu, c'est cette histoire de valeur perçue, en fait. C'est que, bien sûr qu'il y a une valeur réelle et une valeur perçue, mais en fait, ce discours marketing a décalé toute l'intention sur valeur perçue. Sur les paillettes, en fait. Ouais. Tu vois, ça a décalé complètement. Ça avait du sens, mais ça a été une fois de plus exagéré. C'est comme les sommets en ligne, tu vois. Moi, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis dans tout ça. Donc, on les voit, les modes. Oui. Tu vois, on les voit, les trucs arriver, partir, revenir. On commence à être le vieux con qui voit les trucs, là, tu vois. Et les sommets en ligne, c'était génial. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, alors. Mais oui. Je suis même pas à ton âge. Donc, t'imagines. Mais bon, moi, ça fait que 10 ans que je suis dans cette industrie-là, tu vois. Donc, c'est pas non plus... je suis vieux dans mon âge, mais j'ai un parcours de vie un peu particulier. Mais on le voit, les sommets en ligne, c'était des trucs qui étaient incroyables. Moi, j'ai travaillé avec une personne qui était vraiment... qui a été une des premières francophones à lancer les sommets en ligne. Et j'ai fait des trucs incroyables avec elle. Et puis, petit à petit, son chiffre d'affaires, il est mort. Pourquoi ? Parce que le truc à l'entrée, hein, le ticket d'accès à l'entrée est devenu de plus en plus facile. Ouais. Tout le monde pouvait commencer à faire un sommet avec une incompétence totale pour interviewer, aller, voilà. Tout le monde fait des sommets. On a offert ces sommets en gratuit. On faisait les packs de vidéos et puis tout s'est cassé la gueule. Ouais. Alors que de base, c'est quand même pas mal le sommet en ligne. Tu vois, ça apporte pas mal de choses. C'est conférences que tu pouvais avoir en présentiel, mais c'est digitalisées. Ça. Et sans limite de physique, quoi, tu vois, et de participants. Donc, et là, on l'a détruit, tu vois. Et c'est tout le temps, en fait, ce truc qui, moi, finit par un peu m'exaspérer. Tu vois, c'est comme maintenant... la méthode, c'est OK, on envoie des DM et puis on essaye de chatter, et puis il y a les setters et les closers. Mais à un moment, il n'y a plus l'échange, en fait. Ouais. Tu vois ? Et c'est ça que j'aimais bien chez Aline, elle l'a dit dans un de ses podcasts, c'est qu'elle a perdu ça, en fait. Parce qu'à un moment, si tu veux du chiffre d'affaires, tu t'éloignes, en fait. Et c'est là où moi, j'ai une dissonance par rapport à cette industrie où... Alors, on n'est plus dans la même industrie, en tout cas. Ouais. On n'est plus dans la même industrie, tu vois. Si, pour réussir, j'emploie ce mot-là, mais si pour réussir, c'est lié à un chiffre d'affaires, donc il faut vendre beaucoup, moi, je ne suis pas dans cette industrie-là. Bien sûr que je veux faire du chiffre d'affaires,
Bien sûr que je veux gagner, mais pas au au détriment détriment de l'apprentissage. Tu vois, parce que l'apprentissage va transformer des gens. Il y a eu ce qui a été vraiment révélateur, c'était il y a 4-5 ans, je pense. J'étais dans un gros lancement qui a fait 1,4 million, je crois, de chiffre d'affaires sur 4 jours. Et il y a une dame qui... moi, je lis beaucoup les gens pour comprendre, pour être vraiment en empathie. Il y a une dame qui a dit j'ai mis mes derniers 2 000 €. Et je sais qu'avec ce programme, je vais réussir. Parce que j'ai 2 enfants et je suis tout seul. Et moi, je sais, à l'époque, que le programme ne va pas lui permettre de le faire. Ça, c'est impossible pour moi, en fait. Ouais. Impossible pour moi. Pourquoi? Valeur perçue trop forte par rapport à ce qui est réel. Le travail pour cette personne, elle peut y arriver. Je n'ai pas dit qu'elle ne pouvait pas y arriver. Mais là, dans la façon dont on l'a poussée à l'achat, no way, quoi. No way. Je vais être obligé, David, de nous sortir de ce vortex. Ok. Parce que je pense que ça aurait pu continuer pendant très longtemps. Et je bois tes paroles. Mais je te propose qu'on arrive quand même sur le petit rituel de fin de ce podcast. Ok. Où je demande à chaque personne qui passe ici de contribuer à une question qu'elle a envie de poser aux gens qui nous écoutent, etc., etc. Et moi, je suis en train de centraliser toutes ces questions pour faire un petit jeu de cartes, pour créer des conversations cool entre entrepreneurs, entre personnes qui nous écoutent. Et donc, j'ai tiré au sort une de ces questions en amont pour toi. Et après, tu vas pouvoir en contribuer une. Et la question que j'ai tirée au sort pour toi, c'est une question de Jérémy Claes dans l'épisode 69. Et qui aimerait savoir... Tu l'as vraiment tiré au sort? Je l'ai tiré au sort, vraiment. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Alors, ce qui me fait peur au point des fois que je m'empêche d'être peut-être à l'endroit où je devrais être au niveau professionnel, c'est de me corrompre. C'est de me perdre, en fait, dans tout ça, justement. Donc, ce que je dis est en même temps ce qui m'inquiète le plus. Parce que on peut très vite aller, en fait, dans ce modèle-là, en fait. C'est assez facile d'y aller. C'est assez grisant aussi, parce que je l'ai vécu. J'ai fait des tunnels de vente, j'ai été dans ce milieu-là, je l'ai vu. J'ai vu tout ça. Et donc, j'ai au point de m'auto-saboter, c'est de me corrompre, en fait. Et ça m'a vraiment même empêché de faire certaines choses parce que je me projetais dans l'idée de je réussis, en fait. Et si je réussis, comment je fais pour rester le même, être proche de ma famille, mes enfants? Je suis très papa ours, gâteau, tout ce que tu veux. Donc, je pense que cette peur de la réussite est tellement ancrée chez moi et c'est un truc que je vais devoir exploser parce que je pense que c'est lié aussi à une histoire familiale et tout ça sur la réussite. Le fait qu'un entrepreneur doit souffrir. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc de merde là. Donc, je pèle l'oignon, mais ma plus grande peur, ouais, c'est ça. C'est vraiment de me corrompre, en fait. C'est de perdre qui je suis. Mais au point où, des fois, je peux même arriver à... J'ai même, et c'est le chemin que je prends depuis 2-3 ans maintenant, mais où je me suis créé une caricature, en fait. Tu vois? Parce que le rebelle... j'en ai fait Académie des rebelles, tu vois, parce que je vais aller jusque-là. Mais on n'est pas dans le vocabulaire marketing d'Olivier Roland, tu vois. On est dans une vraie... du rebelle intelligent, même si j'aime bien son concept. Mais c'est arrivé de dire qu'un rebelle, c'est pas quelqu'un qui est contre quelque chose, c'est quelqu'un qui apporte autre chose, tu vois. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Et ça m'a... C'est assez récent. Tu vas me dire, putain, il aura fallu presque 50 ans pour que je le comprenne. Mais c'est une peur, du coup, maintenant, qui commence un peu à s'estomper parce que je me rends compte qu'en fait, c'est aussi tous mes actes de rébellion qui ont fait mon parcours. Sans ma vision de l'école, j'aurais pas fait le parcours que j'ai fait. Dans les gens qui ont fait maître des écoles à mon époque, il n'y a personne qui a mon parcours. Tu vois, donc quelque part... c'est une peur, mais qui est en train de se transformer en une force parce que je l'accepte, je prends conscience, j'en ai parlé aussi beaucoup, j'en ai parlé aussi avec ma femme, j'en ai même parlé avec mes enfants. Il y a une époque où j'aurais pas pu en parler, tu vois, ça m'aurait mis une émotion de pleurer à mort
et j'aurais chialé. À la caméra. C'est pas pour ça que je chiale pas encore à la caméra. Ça m'arrive encore plein de fois et je suis très à l'aise avec ça. Mais voilà, j'arrivais pas à y mettre la bonne émotion, tu vois, parce que ça me bouffait. Donc, je pense que la peur de me corrompre, et ça doit être certainement une peur qui doit être chez pas mal de gens. Tu vois, parce qu'on dit peur de la réussite, mais qu'est-ce qui est derrière? C'est ça, c'est les conséquences de la réussite plus que la réussite. C'est ça, tu vois. Donc, c'est pas vraiment une peur de réussir, c'est qu'est-ce qui se passe derrière si je réussis, quoi. Et donc, du coup, je m'auto-sabote, je fais plein de trucs pour pas réussir. Bah oui. Et ça, voilà, donc ça serait ça. Ok. Et quelle question est-ce que tu as envie de contribuer? J'en ai une parce que c'est une qu'il faudra... Quand tu poseras la question, il faudra le faire en plusieurs étapes. Ok. Ah, ça va être dur pour une carte, ça. Pour une carte. Mais en fait, il faudra mettre des petits points avant, des petits points après. On va voir comment. C'est pourquoi tu fais les choses. Donc, pourquoi tu fais ce que tu as envie de faire maintenant. D'accord ? Ça, c'est... Et puis, c'est une nuance. C'est toujours la même question. C'est pourquoi tu fais vraiment les choses. Pourquoi tu fais vraiment, vraiment les choses. Et la dernière, pourquoi tu fais vraiment, vraiment et sincèrement les choses. Et le mot sincère, pour moi, c'est essentiel. Je fais un petit big up à un copain de Montpellier qui, s'il écoute le podcast, comprendra. L'authenticité est facile. La sincérité, c'est autre chose. Et on est dans un monde où on a poussé l'authenticité, mais on peut être authentique sans être sincère. Il suffit de ne pas exprimer ce qu'on ressent au moment où on le vit, et on est authentique, mais on n'est pas sincère à l'instant. Et donc, pourquoi tu fais vraiment, vraiment et sincèrement les choses? Là, je pense qu'on va toucher à des choses beaucoup plus profondes. Ça va remuer. Et souvent, moi, j'ai même eu quelques larmes de gens quand on va sur cette question-là. Donc, voilà la question. Elle est un peu, tu vois, en étape. Génial. Merci mais beaucoup, David. Voilà, je mettrai celle-là. S'il y a des gens qui ont envie de te répondre après avoir écouté l'épisode en 4 messages, du coup. Ouais, pourquoi pas. Où est-ce qu'elles peuvent t'écrire tout simplement info@lechamandigital.com sur mon site. Sur les réseaux sociaux, je vais répondre aussi. Alors là, je dois absolument me mettre sur YouTube. J'ai une chaîne, mais voilà. Mais sinon, sur Insta, ils peuvent me trouver. Et sur Insta, je répondrai. Il n'y a pas de souci. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour te retrouver. Il n'y a pas de souci. Génial. Voilà. Merci beaucoup pour cette super écoute, c'était vraiment passionnant. Je suis content d'être venu jusqu'à Paris. Merci d'avoir fait le chemin depuis la Belgique. Depuis la Belgique. Bon, c'est pas loin finalement. Et longue vie à ton podcast. Et on se voit la semaine prochaine, du coup. Oui, grave. Merci, David. Et voilà. C'était cool. T'es content? Ouais, c'était cool. C'était trop bien.